Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour cette première édition de l'année 2021. Nous sommes le 3 janvier 2021 et c'est la première sortie de votre émission Politiquement Incorrect pour le premier mois de cette année. Et pour ce dimanche, comme à l'accoutumée on peut l'annoncer depuis la semaine dernière, on va faire le bilan de l'année 2020 et 2020. Voilà, le bilan de l'année 2020 sur le plan politique, les élections législatives municipales, les premières élections régionales au Cameroun qui en ont parachevé le processus de décentralisation. On va s'intéresser aussi en politique sur la situation, la crise sociopolitique qui perdure dans les régions du Nord et Sud-Ouest Cameroun, notamment avec un fait inédit qui a été une élection prescrite ou une intervention enquête prescrite par le chef de l'État, Paul Biya, concernant l'affaire de Garbou. On en parle, mais justement le meurtre de ses enfants dans l'école Francesca Modern International et autres. Cette crise sociopolitique qui se transfère en guerre dans ces parties du pays, on en reparle autour de cette émission dans le bilan. On reviendra aussi sur la santé avec la pandémie à coronavirus 2020 qui a causé beaucoup de dégâts, des dégâts, justement l'impact sur l'économie, la santé, l'éducation. Voilà un peu un bilan qui va être fait au cours de cette émission. On reviendra aussi sur l'analyse, le décryptage du discours du président de la République pour la fin d'année qui s'est déroulé 31 décembre 2020, discours présenté par le président de la République qui est revenu sur la pandémie à coronavirus, qui s'était aussi intéressé sur la marche pacifique, dite pacifique du 22 septembre 2020. On en reparle autour de cette émission et je vais tout de suite vous présenter le panel. Alors un panel constitué ce jour, on commence par Georges Essémé, journaliste. Il est habitué du plateau de Politiquement Incorrect et c'est un plaisir encore de vous recevoir ce jour. Bonjour Georges. Bonjour, monsieur Messédé. Merci de me recevoir une fois de plus dans le cadre de votre émission. Je salue très chaleureusement mes copanélistes, mais c'est également l'occasion pour moi de passer mes vœux les meilleurs d'abord à la chaîne RTL Télévision, à mes copanélistes et aux sympathiques téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, alors avec vous, on va traiter de l'actualité, on va revenir justement sur le bilan de l'année 2020, je le disais il y a quelques instants, mais parler aussi du discours du président de la République. Alors reste avec vous le temps pour nous de prendre à votre gauche un invité, il est le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mathias Kamini, bonjour et bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Bonjour Madame Priscilla, bonjour aux panélistes et bonjour à des milliers de téléspectateurs Alors, toujours sur le plateau de Politiquement Incorrect sur LTM Télévision, un quatrième invité, représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le Rassemblement du peuple camerounais, Charles Elizang, c'est la première avec moi. On va dire que toutes les autres fois il y a eu un contretemps, c'est vraiment un véritable plaisir de vous avoir sur le plateau. On espère que vous serez à la hauteur et que vous allez valablement défendre votre parti pour cette première édition de l'année 2021. Merci de l'invitation et de ces adresses à moi pour vous souhaiter meilleurs vœux à tous les Camerounais et à tous ceux qui nous suivent ce matin. Alors juste à vos côtés, le représentant du PARCN, Maître Amand, on est habitué de Politiquement Incorrect. C'est un plaisir de vous avoir pour cette première édition de l'année 2021. Le plaisir est partagé, Priscille. Bonjour à vos téléspectateurs, bonjour à mes copanélistes. Je dis bonjour et mes vœux les meilleurs à l'ensemble des Camerounais qui suivent cette émission et plus précisément aux militants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. Je tire un coup de chapeau à son président national à qui j'adresse mes vœux les meilleurs de santé, bonheur et de prospérité, l'honorable Cabral Libi. Voilà, et comme je le disais dès l'entame de cette émission, on revient tout d'abord sur le discours de fin d'année du président de la République, Paul Biya. Paul Biya qui s'est adressé aux concitoyens, comme à l'accoutumée, tous les 31 décembre. Le président de la République est tout d'abord revenu sur la pandémie à coronavirus, et je commence par vous, Georges. Alors, fin marquant justement de ce discours, c'est un peu le bilan du plan de riposte contre la pandémie qui a été évoqué par le président de la République, mais qui n'est pas revenu sur la situation actuelle. On constate quand même qu'il y a un relâchement des mesures barrières alors qu'on parle bien sûr d'une deuxième vague de la pandémie à travers le monde. D'ailleurs, les dégâts sont énormes, 60 000 personnes infectées par jour. Mais le président de la République n'a pas parlé justement, n'est pas revenu sur l'exigence des mesures barrières édictées par les départements ministériels en charge, notamment le ministère de la Santé publique. Alors, je crois qu'il était très important dans l'adresse du président de la République du 31 décembre dernier d'entamer ce discours par la pandémie de Covid-19 qui a profondément marqué non seulement le monde entier mais également le Cameroun. Et le Cameroun est d'autant plus impliqué qu'on a assisté, contrairement à ce que vous évoquiez, et à la mention du président de la République du relâchement de ces mesures
qu'on observe au sein des populations camerounaises. Et le président, à cet effet, a appelé les uns et les autres à plus de vigilance, mais également à observer le respect scrupuleux de ces mesures contre le Covid-19. Il a également, dans le cadre du Covid-19, toujours évoqué l'impact négatif que cette pandémie a eu sur l'économie camerounaise. Et bien évidemment, comme les autres États de la sous-région Afrique centrale, le Cameroun a été négativement impacté économiquement par la Covid-19. Donc je pense que c'était l'occasion idoine dans ce discours bilan d'évoquer d'entrée la pandémie de Covid-19. Et il a précisé que le combat continue et je crois que dans cette dynamique, les Camerounais devront s'inspirer de ces discours afin non seulement de poursuivre ce combat, mais également de revenir aux mesures de prévention contre cette maladie. Alors Charles Elisam, le président de la République dans son discours de fin d'année aussi revenu sur la situation dans les régions du nord et sud-est Cameroun, parlant justement de ces séparatistes, ces combattants de l'état virtuel de l'Amazonie qui égorgent des enfants, parlant justement du meurtre perpétré à Kumba dans l'école moderne Franciscaine internationale. Alors certaines personnes estiment que le président de la République a su voler cette question sans véritablement revenir sur les promesses qui avaient été faites lors du précédent discours concernant les régions du nord et sud-est Cameroun. Non, mais ceux qui estiment que le président de la République a survolé cette question, notamment au niveau des promesses qu'il a faites concernant les lois, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas l'actualité, ils ne la suivent pas, ou alors ils suivent les choses à travers leur prisme à eux. Nous ne sommes plus au niveau des promesses, nous sommes dans la réalisation des promesses. On a eu des conseils régionaux qui ont été mis en place, les exécutifs régionaux ont déjà été mis en place, les conseils recteurs ont déjà été, c'est-à-dire le cadre législatif avait été mis en place. Et c'est tout simplement le président de la République, comme le dit la loi sur le code général des associations, de nommer ces deux agents-là au niveau du sud-ouest et du nord-ouest. Au niveau des régions du nord et du sud-ouest, on n'est plus au niveau de les promesses ont été tenues. Il s'agit de mesures. Deuxième chose, au niveau de la sécurité dans ces deux régions, il allait en disant que on est maintenant au niveau de quelques relances sporadiques d'attaques au niveau de Boko Haram. Et au niveau de l'Ouest, où il y a eu un transfert de cibles. On a pu affaire aux forces de défense et de sécurité qui sont attaquées. C'est généralement l'innocence. L'innocence, ce sont les enfants. Ce sont les enfants qu'on attaque. Et je tiens à vous dire que le dernier groupuscule qui faisait beaucoup de dégâts dans la zone de Baye combattant a été pris justement le lendemain du discours du président. Donc il faut dire que c'est le moment de dire vraiment bravo et accorder un soutien total à nos forces de défense et de sécurité qui nous ont permis, nous, ici à Douala, de passer de merveilleuses fêtes pendant que eux ne ferment pas les yeux et étaient au fond pour nous permettre justement de bien vivre. Au niveau sécuritaire, le Cameroun est monté d'un cran. On a eu une nouvelle situation de quelques petites violences au niveau de l'Est avec ce qui se passe dans le pays voisin. Encore une fois, ce sont nos forces de défense et de sécurité qui ont accueilli sur des FACAT, des forces armées républicaines centrafricaines qui sont rentrées dans le pays et ont envoyé un contingent là-bas pour sécuriser les élections qui ont eu là-bas dimanche passé. Il faut dire qu'au niveau national, le Cameroun assure sa sécurité et au niveau sous-régional, il est monté d'un cran parce que c'est quand même la locomotive de la sous-région. Il peut être satisfait de la sécurité tout en disant aux uns et aux autres que la sécurité commence toujours par nous-mêmes avant d'attendre quelle que soit la force de frappe qu'on a au niveau de nos institutions militaires. C'est d'abord nous-mêmes qui devons assurer notre sécurité. Et là, il termine par la sécurité sanitaire pour dire que continuons à observer les mesures barrières, même si l'État du Cameroun, avec l'aide de ses amis, avec l'aide de certaines associations, permis à ce qu'il y ait un recul de la pandémie, il y a une deuxième vague qui arrive. Il faut qu'on continue à respecter les mesures barrières. C'est la première barrière à la propagation de ce virus et l'État fera son travail et rien que son travail. Et là, j'ai atteint mes vues les meilleurs ministres de la Santé pour ça. Monsieur le ministre de la Santé, bonne année, bravo. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui pensent que vous ne travaillez pas. Quand vous parlez de distraction, vous faites état on le dit, ça veut dire chaque fois que vous avez utilisé les fonds financiers souverains, on doit faire un audit. Mais c'est quand même inédit au Cameroun de voir un ministère qui est au... Ça peut être fait. La gestion des fonds. Non, madame. On parle d'importants fonds quand même. Non. Chaque fois qu'un gestionnaire de fonds publics reçoit de l'argent, sachez qu'après utilisation, il y a toujours un audit pour savoir comment cet argent a été utilisé. C'est juste que cette fois-ci, il y a plus de publicité parce qu'il y a certains hommes politiques à mal de sensation qui estiment qu'il
il faut attaquer le ministre de la Santé. Est-ce que c'est pas le rôle d'un député, par exemple, de faire état ce qu'on doit avoir la gestion de la traçabilité? Mais sauf que le rôle du député dans le cadre de la tout à fait, sauf que le député là, il sait pas pourquoi, c'est vrai que il s'appelle Ninche. j'ai pas vu appeler ça, non. Sauf que ce député là, je suis surpris que ce soit pour le seul ministre de la Santé qui le préoccupe tant. Pourquoi ce ministre, alors que son rôle justement c'est de demander à tous les ministres, de demander à ce qu'il y ait une enquête sur tous ces ministres-là et au-delà des ministres des DG qui gèrent la fortune publique. Dans le sujet de la santé, on va revenir dessus. Et je vous dirai comment est-ce qu'on gère l'argent du public. Donc, en ce moment, nous sommes tout à fait conscients que le gouvernement a fait ce qu'il avait à faire. Et le président public a remercié les pays amis, les partenaires internationaux techniques et ces Camerounais-là qui sont mobilisés pour qu'ensemble, nous luttions contre la profession. Et quand il parle des Camerounais, il parle de l'enseignant Créda, il parle de tous ces Camerounais à la pharmacopée traditionnelle qui ont mis leur expérience, leur savoir dans la mise en place d'une certaine thérapie traditionnelle au-delà de ce qui arrive au niveau de l'institution sanitaire régalienne. Donc, il y a ce double défi sécurité, au niveau de la sécurité, avec ce qui se passe dans le Mozo, à l'est et au nord, et surtout le défi sanitaire. L'essence, c'est ce qui se passe au Mozo, à l'est et au nord, à l'état du Cameroun, qui fait très bien son travail à travers le ministère de la Défense. Maintenant, nous, Camerounais, observons les mesures barrières. Parlant de sécurité, Maître Armand, le chef de l'État est aussi revenu sur la situation du Grand Nord, parlant justement de l'incursion de la secte islamique Boko Haram dans cette partie du pays, bien que stabilisée. On rencontre toujours, on enregistre des événements liés au terrorisme de ce côté-là, et le président de la République a quand même évoqué cet état dans cette circonstance-là, dans cette partie du pays. Non, je pense que de manière générale, il faut tirer un coup de chapeau à nos forces de l'ordre et de sécurité. Parce que vous vous rendez bien compte que il y a pratiquement 4 ans, 5 ans, quand on parlait de Boko Haram, tout le monde avait peur, tout le monde tremblait. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les forces de défense et de sécurité du Cameroun ont pu repousser la secte islamique au point où ils se sont concentrés à développer des stratégies telles que des kamikazes et tout. C'est la preuve que nous avons presque gagné cette guerre, et ce sont des lauriers qu'il faut tirer sur le dos des forces de défense et de sécurité. Mais seulement, il y a toujours beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire parce que lorsque le chef de l'État parle de la situation dans le septentrion, il en parle de manière amassée, mais dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous souhaitons que les populations se sentent encore plus en sécurité de ce côté-là. Nous souhaitons que ces terroristes des embassonniers et tout ça soit véritablement neutralisé, et il faudrait que les forces de maintien de l'ordre puissent redoubler d'ardeur de travail de ce côté pour que la paix revienne jusqu'au plus profond des villages. Voilà, on va quand même dire que les forces de maintien de l'ordre font un travail remarquable. On l'a vu à travers une vidéo qui est devenue virale sur la toile, qui démontre bien comment ils effectuent leur boulot quotidien tout étant dans un climat de paix, d'ambiance aussi. Alors on va évoquer le dernier point le dernier point du discours du président de la République, qui est revenu donc sur son adversaire politique, Maurice Kamto, sans toutefois évoquer son nom. Le président de la République, Mathias Kamini, parle d'un homme politique autour duquel certaines personnes se sont rassemblées pour commettre une insurrection, en parlant plutôt de ces marches pacifiques du 22 septembre 2020. Oui, pour moi, ça a été, lorsque j'ai suivi ce discours, une très grosse déception et même une grosse surprise, parce que le pays a tellement de problèmes. Et il y a des solutions qu'on attendait, n'est-ce pas, de M. Dia, que, n'est-ce pas, des attaques contre un leader politique. Vous estimez que c'est une attaque, quand Maurice Kamto l'a clairement dit là dans son message, que cette marche du 22 septembre 2020, c'était la raison pour laquelle le départ du président de la République. Est-ce que lors d'un discours bilan de l'année 2020, il n'était pas bon de revenir sur la marche du 22 septembre qui a causé l'arrestation de plusieurs Camerounais, centaines de Camerounais? Est-ce que vous pensez que c'est une attaque personnelle que d'évoquer cet tas de choses? C'est effectivement pourquoi je suis en train de dire que le pays a tellement de problèmes. Et en réalité, en quoi la marche du 22 était une insurrection? En quoi les gens qui marchaient pacifiquement avec des arbres de paix, avec des bougies en noir,
pour être une insurrection. En quoi ça causait des problèmes à M. Biya? Au contraire, c'était M. Biya le problème. Puisque c'est lui qui est venu arrêter des Camerounais qui manifestaient pacifiquement. C'est lui qui a déployé les forces de l'ordre qui ont dépensé l'argent du contribuable pour arroser des personnes qui pleuraient quotidiennement. Ça avait quel impact? Ils avaient plus de la ressource à encadrer cette marche que de la réprimer, que d'arrêter plus de 600 personnes qui marchent, je dis bien pacifiquement, avec des arbres de paix. Oui, effectivement, c'est à cause de cette barbarie qu'à un moment donné, on se dit que notre pays n'est plus gouverné. Et que celui qui prétend être là, qui n'a que pour eux attraquer, enlever, réprimer des personnes, doit partir. Parce qu'on peut pas comprendre quelqu'un, se dit-il, le père de la nation. Le père de la nation est celui-là qui écoute ses enfants. Le père de la nation est celui-là qui a un œil penché vers les problèmes de ses enfants. C'est ça le rôle du père de la nation. Et le problème évoqué lors de la marche du 26 septembre, c'était lequel, en 30 secondes? Effectivement, parce que il s'agissait de contester une élection qui était convoquée sur le sang des Camerounais. Puisqu'on avait dit, si la crise au Nozo ne retrouve pas une solution, pas d'élection au Cameroun, parce qu'en réalité, nous avons constaté que ces élections ne sont purement et simplement que des distractions. Avant cela, il y en a eu d'autres. Il y a eu quelle solution? Les gens ont continué à mourir. Les gens ont continué à détourner. Donc nous pensons qu'à l'heure actuelle, l'élection n'est plus la résolution pour les problèmes profonds du Camerounais lambda. Nous pensons qu'on doit avoir une attention sur le problème que le Camerounais pose, que de penser plus tard des élections qui les apportent rien. Alors, Jean-Luc Semer, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Mathias Kameni qui revient sur le fait que le président de la République a un tout petit peu abandonné les Camerounais? D'ailleurs, certaines personnes évoquent que dans son discours faisant état des marches du 22 septembre, il n'a même pas daigné évoquer le nom du professeur Maurice Kamto. Est-ce que pour vous, c'est une force c'est une manière, ou c'est une façon, on peut parler de désinvolture, de négligence, d'abandon? Est-ce que ces propos sont vérifiés ou ont même le droit d'exister parlant de ce discours du chef de l'État? Alors, le discours du chef de l'État était un discours bilan de l'année 2020. Mais c'était également un discours sur l'état de la nation. Il ne s'agissait pas, comme je le vois transparaître dans certains commentaires dans les réseaux sociaux, d'un discours programme ou alors d'un discours de politique générale. Il s'agissait d'un discours bilan. Et en ce sens, le président de la République a bien évidemment effectué le bilan de l'année 2020 où il a évoqué à juste titre la situation socio-politique de notre pays. Et en l'évoquant, il a parlé d'une personnalité autour duquel se gravitent un certain nombre d'individus pour mener des actions qui vont contre les lois de la République. Et tout le monde a vu transparaître bien évidemment le nom du président du MRC, M. Maurice Kamto. Je crois que c'était un grand moment en 2020 de la vie sociopolitique de notre pays parce que le MRC, depuis après l'élection présidentielle dont il estime que la victoire lui a été volée, a engagé un vaste plan de résistance. Mathias Kameni, c'est comme ça qu'on va appeler ça, un plan de résistance. Oui, la résistance nationale d'ailleurs. Effectivement. Et ce plan de résistance a évolué de façon graduelle de 2018 jusqu'en 2020. Mais son impact le plus fort était effectivement en 2020 où il y a eu plusieurs marches et des arrestations comme celle qui a été relevée tout à l'heure ici. Mais dans cette évolution, il y a eu des slogans qui portaient à la personne même du président de la République. Parce que l'un des slogans, et M. Kameni pourra me corriger si je ne dis pas toute la vérité, l'un des slogans appelait effectivement au départ du président de la République. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu ces vagues d'arrestation, au-delà de ce que c'était des marches d'abord interdites. Donc je pense que c'était un grand moment de la vie sociopolitique de notre pays et le président de la République l'a évoqué à sa manière comme toujours, sans toutefois appeler de façon institutionnelle M. Maurice Kamto, mais il a quand même brossé
l'aperçu politique de ce qu'a été l'action du MRC sur la vie sociopolitique de notre pays. Grand moment, cette marche du 22, de temps de parole. Je voulais simplement corriger ce qu'il a dit, et je vais corriger en disant que ce n'est pas parce qu'on avait appelé au départ M. Biya qui avait eu plusieurs arrestations. Souvenez-vous le 26 janvier, lorsqu'on déporte plus de 100 personnes de Douala, est-ce qu'on avait appelé au départ de M. Biya? Sauf que ça marche dans les arrestations faites à ce que la marche n'a pas été autorisée. Lorsqu'on déporte des personnes, lorsqu'on déporte des personnes le 26 janvier, on n'était pas une marche. C'était juste l'autorisation de manifester. La Constitution ne demande pas qu'on donne l'autorisation. Ça demande qu'on déclare et on encadre. Vraiment, il faut savoir on déclare la manifestation. On déclare la manifestation et on fait le point de l'itinéraire. L'administrateur principal peut juger que le lieu choisi, l'administrateur principal peut juger que le lieu choisi n'est pas indiqué, il propose un autre lieu. Et puis il encadre. Mais il a le droit de l'interdire aussi, c'est ce que la loi dit. Alors, il a le droit de l'interdire. Mais il n'a jamais interdit. La loi de 90. on avait interdit la marche du MRC. C'est ça la loi. Alors, on n'est pas là pour faire un procès entre MRC et ADPC. Alors, Charles Nizan, Georges Semé parle d'un grand moment dans la vie politique au Cameroun, parlant de cette marche du 22 septembre, hormis justement le caractère insurrectionnel qui a été évoqué par l'État du Cameroun, parlant justement de l'objet de ce départ, qui était le départ du président, l'objet de cette marche qui était le départ du président de la République. Georges Semé fait état quand même d'un grand moment sociopolitique où on a vu quand même des hommes politiques manifester contre les élections régionales qui devraient avoir lieu quelques mois après, notamment qui ont eu lieu le 6 décembre 2020. Non, aucun homme politique n'a manifesté contre la tenue des élections régionales. Seul le MSC l'a fait. Ce sont des hommes politiques. Mais chacun est un homme politique. Je ne sais pas. Écoutez, il faut pourquoi arrêter un peu la comédie dans ce pays. Mathias Kameni dit tout à l'heure que le Cameroun a tellement de problèmes que pour lui avoir parlé le Cameroun tout lors d'un discours, le Cameroun a tellement de problèmes que vous voulez faire une marche. Pourquoi? Avec quel problème? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je parle quand moi je vous écoute. Le Cameroun a tellement de problèmes que vous estimez qu'il faille faire venir un avocat, et c'est pas moi qui va dire au président de la République que je t'en donne de faire ceci. Le Cameroun a tellement de problèmes que vous estimez qu'il faut ouvrir une bouteille de champagne en pleine nuit pour dire que bien est mort, après vous dire qu'il lui manque une oreille, après vous dire qu'il lui manque une dame. Le Cameroun a tellement de problèmes. En fait, vous êtes dans votre cinéma, monsieur Cameroun. Mais ce qui est important pour les Camerounais qui nous suivent, c'est que quand vous lisez la loi, ne la lisez pas partiellement. Lisez-la en toute logique, encore que c'est votre boss qui l'a rédigé. La liberté, non, on parle de la loi de 90, quand il a revu le code politique, c'est votre boss sur là. Donc ça veut dire que c'est un dieu. Laissez-moi avancer. Quand vous lisez la loi, dites que autant une manifestation déclarative, autant l'autorité de compétence a de l'interdit. Claire, dites-le aussi Que pour l'opposition. Dites-le aussi, et je vous tiens à vous rappeler que la chance que vous avez même eue, le 22, et là c'est l'homme politique, président de la section OJ qui parle, c'est parce qu'on vous a interdit à nous des contre-manifestations. Vous savez que j'ai demandé une autorisation de manifester au sous-préfet dans la deuxième qui me l'a interdit. On vous attendait. Vous savez pourquoi il m'a interdit? Il a mal fait des Vous savez pourquoi? Justement, parce que lui il est dans la préservation de l'ordre social. C'est clair, monsieur Kameni. Monsieur Kameni, parce que justement, c'est qu'à arrivé. des histoires. Non, c'est pas des histoires. Vous dites quoi? C'est vous répondre comme ce sont des histoires. Bon, c'est votre éducation dans votre secte là-bas qui est devenue l'ONG, d'après un de vos partisans qui est parti. C'est-à-dire, tout ce que vous suggérez sur avec vous sont partis. C'est pour dire que c'est une secte. Pour jamais c'est une ONG. Vous ne comprenez plus. Les Camerounais ne vous suivent pas. Et le détail dans l'inspiration de Paul Biya, le 31, c'est de dire aux Camerounais que les gens vous ont appelé, malgré le contexte sanitaire, malgré la crise financière due à ce contexte sanitaire, malgré la crise sécuritaire, les gens en ont profité pour vous demander de sortir. Vous n'êtes pas sorti. Ça veut dire que vous êtes nul. 0 plus 0 plus 0 plus 0. C'est-à-dire, si dans ce contexte-là, vous n'arrivez pas à mettre les Camerounais dehors pour vous suivre, il y a un problème. C'est-à-dire, vous avez dit que c'est Paul Biya qui a créé tout cet environnement qui fait que le Cameroun soit là, mais vous devez penser qu'en fait de sortir, ne vous suivez pas. Il y a un problème. Maintenant, vous faites votre discours du 22 septembre, vous sortez,
à la suite du CFA, c'est ce qui se passe au Mali. Et c'est clair que tous ceux qui ont une lecture politique des choses, vous voyez que vous avez voulu profiter de la vague de ce qui se passe au Mali, profiter justement pour faire pour vous au Cameroun. Et jusque-là, le Cameroun ne vous ont pas suivi. Est-ce qu'au Mali, il n'y avait pas de chars? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de chars? Est-ce qu'au Burkina Faso, il n'y avait pas de chars? Pour vous dire que le peuple suit un leader, 2, une cause, et 3, l'envie de changer. Est-ce que vous promettez vraiment au changement au Camerounais comme il se passe? Non, monsieur Camerounais. Votre problème, ce n'est pas avec BIA, ni au RDPC. C'est vous-même, votre manière de faire les choses, pour que les Camerounais vous suivent. C'est vous. Quand vous gargarisez de dire ici que la crise sécuritaire au Cameroun est du fait de BIA, mais vous oubliez de vous faire comprendre que vous avez assisté à des réunions en Europe où vous avez causé de l'argent pour acheter des armes. Vous ne dites pas ça aux Camerounais. Vous dites pas aux Camerounais que est-ce qu'il y a des preuves quand même? Je suis en train de glisser, madame. Quand vous avez conduit une réunion à la Allemagne, madame, donc je note que M. Chali on se perd un peu. moi je ne sais pas. donc que M. Chali Elisan a des preuves que le MRC lancé l'achat des armes. Je sais de quoi je parle. Notez. Et vous avez la latitude de prendre l'enregistrement devant les juridictions compétentes. Vous êtes la gangrène de ce pays. C'est pour ça que ne vous suivez pas. Je vous assure. Vous voyez, quand M. Zong sort de prison, quand il fait son discours de sortie de prison, et il dit la plus grande cause, la plus grande chose qu'on a bénéficié de notre sortie de prison, c'est le rapprochement avec les leaders ambassadeurs. Qui parle là? C'est Zong qui parle. Il a parlé en français, on l'a compris tous. Comment est-ce qu'il peut dire que le rapprochement qu'ils ont eu en prison, la plus bonne chose c'est de rapprocher des leaders ambassadeurs? Non. Il y a autre chose. Les gars ne sont pas camerounais. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Il y a une loi qui interdit qu'on ne se rapproche pas des autres. Non. Est-ce qu'il y a une loi qui m'interdit? Est-ce qu'il y a une loi qui m'interdit de penser que Ayoub Tabé, qui a été condamné à 100 ans de prison par la justice camerounaise pour terrorisme, crime, guerre et volonté de passer le pays, est devenu l'ami de la belle Zong a venu applaudir? Et les médecins vont détourner des c'est pas un crime. Justement, c'est le même qui dit qu'elle sera président de la République. Le premier geste juridique à faire, c'est de libérer tous ces prisonniers-là. Donc vous avez dans les choix de vos amis. Vous avez et ceux qui volent, et ceux qui tuent. À partir du moment où ça va gêner vos billards, à partir du moment où le va partir, ça vous arrange. Aujourd'hui, votre nouveau dada, c'est ce que le Congrès américain aurait signé, c'est pas avant-hier, là, vraiment. Vous êtes dans une des idées. Madame, c'est pour vous comprendre que quand vous dites que c'est un moment fort de la vie politique, c'est quand vous le 22 septembre. Il y avait quoi le 22 septembre? Je suis sorti le 22 septembre, je suis parti chez moi pour mon boulot. Il y a une marche à titre personnel. Il y a eu quoi? De près de 300 Monsieur Zambou, vous révélez quand même à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense quand même que ce n'était pas un moment fort de la vie politique du pays. Cet aspect n'allait pas être évoqué dans le discours présidentiel. Reconnaissant quand même qu'il y a eu une émule sociopolitique à travers les activités. Le chef de l'État du Cameroun a parlé d'une insurrection. Il a passé un message de paix de famille pour dire à certains qu'il s'agit de là que l'obtention du pouvoir ne se fait que par la voie du suffrage universel. C'était ça le message. Si c'était estime qu'il veut adresser à quelqu'un, c'est pour vous faire comprendre que les Camerounais choisissent qui ils veulent. Et au fond, il faut qu'on comprenne que le discours présidentiel est un discours qu'il faut lire de manière transversale. Quand vous voulez lire le débat, vous allez bien comprendre. C'est pour vous faire comprendre que Vox Populi, Vox Dei, pour vous dire que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Quand le peuple camerounais voudra que quand il soit président, il sera président de la République. Montez, descendez, créez toutes les restrictions que vous voulez, il n'y aura rien pour le moment. Et vous dites pas interdire, le PCN actuellement, au même moment quand vous êtes de faire vos marches, est en train de réorganiser ces structures dans le pays et a obtenu les autorisations des sous-préfets. Vous ne pouvez pas dire à des individus qui sont illégitimes, illégaux, mal nommés, mal élus et tout, et vous dites que vous allez l'enlever et vous voulez qu'on vous donne la balle comme ça, d'organiser les marches et de faire comme vous voulez. Non, M. Kameni, revenez à vous, à l'essentiel. Vous, le MRC, faites votre bilan. Votre bilan de 2020 était de prendre toutes les mairies, toutes les parties, ça vous a dépassé. C'est de prendre le conseil, ça vous a dépassé. Restez donc à votre place de spectateur. Laissez ceux qui ont décidé de travailler, travailler. Merci. Alors, parlant justement de mairie et autres,
député, on revient sur les élections législatives et municipales qui sont tenues, notamment avec les élections régionales inédites au Cameroun pour la première. On est effectivement dans le bilan de l'année 2020. Alors, on va commencer par les élections régionales, le PCN. Alors, comment je vais dire ça? Quelle lecture faites-vous des dernières élections qui sont déroulées au Cameroun, notamment le 6 décembre 2020, où le PCN a pris parti, malheureusement, est sorti cette élection-là sans véritable siège en tant que pour avoir des conseillers régionaux? Non, mais Priscille, vous savez, quand on a un parti politique comme le PCRN, déjà la logique d'un parti politique, c'est la participation aux élections. C'est-à-dire que on participe aux élections en vue d'atteindre le pouvoir, de conserver le pouvoir. C'est ça la lignée d'un parti politique. Et nous, au PCRN, nous gardons cette idéologie, nous gardons cette essence-là de la politique. Nous avons participé aux élections régionales et nous n'avons pas pu entrer dans le conseil régional, mais seulement déjà participer à cette élection était une victoire. Parce que il y a quand même des militants qui ont évoqué le fait que le RDPC aurait soudoyé certains... je vous en prie, M. Mathias Kameni, il y a quand même des militants tels que Billon, qui est monté au chrono à décréter certaines situations, d'ailleurs, qui a poussé la Madame Priscille, vous savez, le RDPC est un parti politique qui a ses stratégies, qui a ses méthodes. Et puis les méthodes du RDPC n'émeut plus personne. Nous tous nous connaissons que le RDPC, quand il y a élection, ce sont les mallettes d'argent qui circulent et tout et tout. Donc mais nous, cela nous laisse à clan sec, parce que nous avons un objectif. L'objectif, c'est de sensibiliser les Camerounais au maximum, d'éduquer les Camerounais, parce que nous avons un idéal, c'est 2025. En 2025, nous devons atteindre le pouvoir par les urnes. Nous sommes en train de préparer les Camerounais, parce qu'il ne se passe pas une seule semaine sans qu'il y ait un démembrement du PCRN qui soit installé sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes un parti politique qui a véritablement pris vie il y a moins d'1 an et demi, mais nous sommes déjà présents sur les 58 départements que compte le triangle national. C'est une victoire et c'est sur cela que nous sommes en train de travailler. Nous travaillons à faire comprendre aux Camerounais qu'un mieux-être est possible. C'est la raison pour laquelle nous préparons sereinement chaque échéance électorale qui arrive, parce que nous savons que c'est à travers les élections que nous pouvons atteindre l'alternance, l'alternative que nous proposons aux Camerounais, parce qu'il est possible que les Camerounais puissent avoir de l'électricité, il est possible que les Camerounais puissent se nourrir, chacun à sa faim, il est possible que chaque Camerounais puisse se loger. Et ce projet-là, nous mettons le Camerounais, l'humain au centre de nos préoccupations au PCRN. C'est pour cela que nous sommes droits dans nos bottes. Nous continuons à préparer toute échéance électorale à venir pour que nous puissions atteindre le pouvoir, non seulement de manière légitime, mais aussi de manière légale. Alors, Mathias Kameni, je crois vous donner la parole sur la question des élections régionales et législatives municipales, parce que la MESI n'y a pas participé. Nous avons supervisé ces élections. Nous en avons tiré des conséquences. Mais on ressent quand même que le MS n'a pas participé à ces élections. Voilà, nous, donc, vous avez la parole sur le second. Nous avons confirmé pourquoi certains ont participé et que ça n'a pas marché dans le camp. Parce qu'effectivement, ça rejoint ce que nous avons dit et ce que nous défendons. Que n'allez pas à une élection pour y aller. Si un parti politique est fait que pour des élections, préparez-vous donc à aller aux élections pour gagner. N'allez pas accompagner les autres. Puisque en réalité, c'est ce que le PCRN a fait. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Monsieur Kabeni, la participation à une élection n'est pas un gage de réussite. Chaque fois qu'un parti politique participe à une élection, soit il gagne ou alors il apprend. Et pour le cas du PCRN, nous apprenons parce que nous avons un objectif, celui de 2025, à travers lequel nous rapporterons les élections à plate couture et vous savez déjà que le MS ne peut pas se présenter à cette élection-là. Voilà déjà un point sur lequel nous gagnons sur vous. C'est-à-dire que malgré les superfuges, malgré tout le rapportage que vous faites, sachez que vous êtes déjà disqualifié à une élection à venir, qui est celle de 2025. Et nous, au PCRN, nous sommes préparés à remporter cette élection-là. Et nous la préparons. Nous ne la préparons pas à demander aux Camerounais de descendre dans la rue, de marcher et tout. Non, parce que c'est pas ça qu'il faut. Il faut éduquer les Camerounais, à leur faire comprendre qu'ils sont dans le mal-vivre, le mal-être, et que l'alternance est possible. Cette alternance-là, c'est à travers les élections, et nous participerons à chaque élection qui sera organisée au Cameroun, parce que nous savons que grâce à cela, nous parviendrons au pouvoir. Allez-y, Mathias Kameni.
Merci. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que le peuple a compris ce que nous décrions. Alors, nous avons voulu démontrer au peuple que le RDPC reste le seul maître qui contrôle le système électoral au Cameroun. Et c'est ce que son bébé PCN ne veut pas comprendre. Non, mais attendez un peu. Monsieur Kameni, qu'est-ce que vous appelez bébé? Vous avez parlé donc. C'est ce que nous voulons démontrer. Vous êtes dans la contre-vérité, monsieur Kameni. Le RDPC a organisé les élections régionales avec un mauvais coup où ils sont gagnants majoritairement avec tous les sièges. Et c'est ce que nous défendons au MRC. Nous disons que ce code n'est pas bon. Ce code d'office donne gagnant le RDPC. Quelles que soient les élections qu'ils vont organiser. Et les résultats sont là. Et monsieur Man, vous ne pouvez pas prétendre aller apprendre à une élection à partir du moment où on vient arracher à vous 31 conseillers municipaux pour voter le RDPC. Vous dites qu'on partez apprendre quoi? C'était quoi les enjeux? C'était quoi les enjeux? Si ce n'était pas un deal entre vous, pour les accompagner et crédibiliser cette fausse manœuvre. C'est même la preuve qu'il n'y a aucun deal entre le PCRN et le RDPC. Parce que s'il y avait un deal entre ces deux partis, le RDPC allait céder la place au PCRN pour que le PCRN entre dans le conseil régional. Mais c'est la preuve. Vous n'arrivez pas à lire les signes du temps. Vous êtes toujours dans la logique de la désinformation des Camerounais. Vous êtes dans un film, en fait, comme disait M. Charles. Vous êtes dans un film où ce que vous pensez, vous croyez que c'est la réalité, mais c'est votre plateau. Il y a même plus de moi. C'est vous qui sortez du sujet pour raconter des inepties. Vous n'avez pas me dire ce que je dois faire. Il y a une les uns les autres parlant. Ok, d'accord. Il y a donc il reste 40 secondes. J'ai dit oui, madame. Les deux ont parlé. Vous ne dites pas ce qu'il faut dire. Vous passez le temps à raconter n'importe quoi. Alors, votre leader a fait le diagnostic de ces élections. Et lui-même, il a reconnu que effectivement le RDPC organise seul, égal seul. Sauf ce qu'il n'a pas condamné. Et que ça nous amène à croire qu'il y a eu des mots d'ordre. C'est les 31 conseillers municipaux PCN qui sont allés voter pour la RDPC. Il n'a jamais condamné cela. C'est la preuve que vous n'avez pas écouté. Il a condamné un militant. Il a plutôt condamné un militant qui s'est plutôt décrié en disant mais peut-être le président Élie Maurice Kamto avait raison. Nous sommes tombés. Et que nous sommes tombés dans le piège du RDPC. Il a plutôt condamné celui-là. Mais il n'a pas condamné les 31 conseillers. Le président Kawalibi n'a jamais sanctionné personne. C'est un conseil de discipline du département du Vouri qui a sanctionné le camarade Guillaume. Et ce n'est pas parce que le camarade Guillaume a parlé du professeur Maurice Kamto qu'il a été sanctionné. Il a été sanctionné parce qu'il a dit qu'on ne devait pas participer à ces élections. Alors que la hiérarchie du parti a décidé que nous participons à cette élection-là. Alors qu'il a voté, et c'est grâce à cette élection qu'il a été élu conseiller municipal et adjoint au maire. Vous voyez donc que vous êtes dans la désinformation et vous n'arrivez pas à dire la vérité. Mathias, nous ne sommes pas dépendants. Il s'écrit en disant donc ici c'est un le président élu Maurice Kamto. Élu par qui? Par Facebook? Puisque ces élections dont nous sommes allés, nous ne nous en sortons avec rien. C'est le RDPC finalement qui a fait tout. Au contraire même. Vous êtes des mauvais perdants. Vous êtes des mauvais perdants, monsieur Kameni. Mathias, la politique est un art, il faut aussi qu'on s'éduque. Autant tu cries que le RDPC, la liste RDPC dans l'Union Ekele a été élue par les militants du conseil municipal. Je tiens à te dire du haut de mon siège conseil municipal que tous les conseillers municipaux du RDPC dans la Damawa ont voté pour la liste UNDP. Mais c'est la majorité. C'est la majorité présidentielle. Les conseillers municipaux du RDPC dans la MIFI ont voté pour une liste concurrente. Le conseiller municipal est un électeur comme tout un autre dans l'urne. Il choisit à son âme et conscience qui il veut voter. Les conseillers municipaux du PCN, selon leurs raisons, ont élu la liste du RDPC. C'est leur choix. Autant vous le faites poser, il faut décider pour ça à ceux du RDPC qui ont voté pour les autres partis. Dans la MIFI, dans les exemples remember élection sénatoriale, les conseils municipaux du SDF dans le nord-ouest ont voté le RDPC. Les conseils municipaux du PC, du MRC, les conseils municipaux du MRC lors de ça ont voté le RDPC. Vous n'avez pas de preuves.
Ah, vous avez promis qu'ils ont... C'est très grave. C'est-à-dire, mais est-ce que c'est des preuves? Monsieur Kameni, c'est pas possible. Encore que vous n'avez même pas vu le résultat de ces élections. 31 conseillers ont voté RDPC et UPC. 17 personnes ont voté UPC. Je termine. Je suis quand même surpris que vous ayez l'information à travers une enquête qu'un conseiller municipal a voté tel parti, mais quand ça concerne vos propres camarades, vous ne savez pas qui ils ont voté, vous dites qu'il n'y a pas de preuves. C'est pour ça que je dis que vous êtes toujours dans la comédie, vous dans votre parti là. Je vais terminer par une chose, je vais vous faire comprendre quelque chose. Quand M. Billon allait à l'élection du 9 février 2020 pour être élu conseiller municipal, et après pour être adoubé comme maire, il savait que l'excroissance de l'élection, c'est l'élection régionale qui arrive. Quand il s'assoit dans la télé pour dire qu'il n'aurait pas dû aller à cette élection, la première chose à faire, c'est qu'il démissionne de son poste de maire. C'est de son droit. Pourquoi vous pensez qu'il ne doit pas aller? Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas militant du PS, pourquoi vous pensez qu'il ne doit pas aller? Je ne parle pas du militant. La logique, qu'est-ce que la logique veut? Qu'est-ce que la logique veut, M. Kameni? Écoutez-moi, je ne peux pas moi, M. Kameni, je ne peux pas moi, Zang. M. Kameni, je ne peux pas moi, Zang, aujourd'hui. Être élu conseiller municipal à la deuxième, être élu grand conseiller à la mairie de la ville et m'asseoir à la télé et dire que je n'aurais pas dû aller à l'élection régionale. Il n'y a pas de logique dans ce que je dis. Alors que j'ai contribué à faire un dossier, à payer une caution, à battre campagne en février pour être élu conseiller, sachant qu'il y a un conseil régional et vous dites que je dois être conseiller régional. Donc, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de l'individu. C'est pour faire comprendre que tous les jours, on doit apprendre la politique. La politique, c'est ça. C'est pour ça que je dis, il finit par une sagesse bantou qui dit la parole que tu as prononcée est ton maître. Celle que tu as gardée par derrière toi est ton esclave. Faisons attention à ce qu'on dit quand on est un homme politique. C'est un conseil que je vous donne, surtout à vous qui m'avez trop dans votre secte-là. Alors, Georges Sémé, sur la question justement de ces élections régionales, la toute première au Cameroun, on parle des élections régionales qui parachèvent le processus de décentralisation au Cameroun. Désormais, les mairies auront la possibilité de gérer les propres ressources de les différentes localités administratives. Pensez-vous justement que dans la pratique, cette chose qui s'est faite quand on a vu justement le gel ou le problème qu'il y a eu dans la mairie, la commune de Ndjombe-Pendia, est-ce que la décentralisation va être effective au Cameroun d'ici les prochains mois, comme l'annonce attend? Alors, le processus de décentralisation a été lancé au Cameroun depuis au moins une vingtaine d'années. Elle est inscrite formellement dans la Constitution depuis 1996, mais son engagement véritable a été lancé depuis une vingtaine d'années et l'élection régionale qui s'est tenue le 6 décembre 2020 vient bien évidemment parachever ce long processus. Au-delà des opinions politiques divergentes que j'écoute sur ce plateau, je crois que le MRC a accepté de ne pas se présenter à certaines élections. Ce parti a pris part par le biais de son leader à l'élection présidentielle de 2018 et lui-même encore a décidé de ne pas prendre part aux élections qui sont venues après jusqu'à celle de l'élection régionale. C'est tout à fait son droit. Et pour nous connaissons les raisons qui ont été évoquées, il y a la réforme sur le code électoral, il y a la résolution de la crise, etc. Ce sont les raisons qui ont été évoquées au sein du MRC. C'est de leur droit. Et le PCRN a accepté de participer, comme les autres partis, ils ont accepté de participer à cette élection, c'est également de leur droit. Mais je pense que le processus démocratique au Cameroun a pris une tournure décisive depuis le 24 décembre 2019 avec la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées qui a donné une nouvelle envergure à l'autonomie et l'indépendance des mairies que vous avez évoquées tout à l'heure. Désormais, et le président de la République l'a évoqué, on a fait disparaître les postes délégués du gouvernement pour installer désormais les mairies de villes. Ça marque une proximité extraordinaire entre les décideurs déconcentrés, les décideurs décentralisés et leur population. Il fallait donc qu'on complète ce parachèvement avec l'élection régionale. On a mis sur pied les conseils régionaux, on a élu des présidents. Je crois que à ce stade-là, on peut parler des grandes démocraties et le Cameroun a ses spécificités. C'est la raison pour laquelle les régions du Cameroun ne seront jamais comme les régions de la France. On va prendre nos spécificités pour en faire une décentralisation abouti. Et je pense que le MRC a fait un choix qui est souverain de ne pas participer à cette élection et municipaux, et c'est tout à fait normal qu'ils gagnent à plat de couture tous les autres partis dans l'élection régionale. Donc c'est un processus qui est en train de prendre corps et on attend désormais de voir
de façon effective comment ça va se faire sur le terrain, parce que on craint qu'il y ait même des conflits de compétences entre les autres autorités administratives régaliennes, c'est-à-dire les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et les présidents des régions. Donc, le grand moment que nous attendons maintenant, c'est de voir comment ça va se... Le ministre des raisons des uns des autres de ne pas partir à cette élection telle que le SDF soit démocratique. La vérité, c'est laquelle pour le SDF, c'est leur score lamentable à l'élection municipale. Parce qu'ils n'avaient pas, ils savaient que c'était cette technique. Quand on va aux élections municipales, il est minable de dossiers déposés dans leur commission à eux d'investiture. C'est ça la vérité. Pour un parti qui se gargarise d'avoir gagné l'élection présidentielle en 2018, être un an et demi plus tard incapable de faire 180 dossiers clairs pour les législatives et 360 dossiers clairs pour les élections présidentielles, dire que la sécurité n'est pas pour que les élections, alors que pendant le même contexte sécuritaire en état d'élection, qu'on arrête ça, ce n'est pas une histoire de cours électoral ou de crise sécuritaire au Cameroun, c'est une incapacité pour ce parti-là à réunir autant de candidats à tous les postes possible. Sauf que là, on ne sont pas le déposer. Sauf qu'à la dernière minute, le professeur Maurice Kamto, de façon unilatérale, l'a dit, a décidé que le MRC ne partira pas à cette élection. C'est le même jamais que j'ai suivi sa conférence de presse d'émission. Bien sûr. Moi, j'étais aussi. Celui qui a dit qu'il n'était pas prêt. Non. Mais je pense quand même que vous permettez, Madame Messéné, je pense quand même que l'argument sur l'impréparation du MRC ne tient pas beaucoup, parce que lorsqu'on dépose des dossiers pour une élection, il y a un contentieux. Il y a un contentieux électoral qui valide ou invalide les dossiers. Et au RDPC, on a vu que quand plusieurs dossiers n'avaient pas été validés, on peut aussi dire qu'il y avait une sorte d'impréparation au sein du RDPC. Mais au MRC, je peux confirmer pour les petites, pour avoir fait quelques petites enquêtes, beaucoup de dossiers, la majorité des dossiers étaient effectivement prêts à être déposés. Ils étaient conformes à la loi électorale. Cet argument utilisé par le RDPC pour dire qu'il y avait impréparation. Le président Maurice Kamto Fonso, il a également les mêmes renseignements que M. Biya. Arrêtez le maître revenez un peu sur terre. Il y a un nommé ministre, donc vraiment, arrêtons un peu de... Ministre de l'Égal à la justice. Allez-y, il faut quand même reconnaître que les réprobations sur le code électoral et sur la crise anglophone n'est pas né de l'élection de 2018. Ça n'a pas commencé là. Ça a commencé depuis, et c'est bien avant que le MRC a toujours revendiqué qu'il y ait une réforme sur le code électoral, mais également qu'il y ait une solution rapide à apporter à la crise anglophone. Donc, le fait qu'ils ne soient pas allés aux élections ne justifie pas qu'ils étaient mal préparés. C'est dans la continuité de ce qu'ils avaient déjà revendiqué depuis, c'est-à-dire qu'il faut un code électoral consensuel et qu'on mette fin à la crise anglophone. Ils sont restés, puisque nous exigeons les pouvoirs, nous exigeons politique de ce pays qui est resté cohérent. Excusez-moi. Ils sont restés alimentaire et politique de ce pays qui sont restés cohérents dans la décision de ne pas aller aux élections, vu le contexte, vu tout ce qu'il y a comme contexte. On peut considérer que c'est une erreur politique. Non, monsieur, on peut considérer que c'est une erreur politique. On ne peut pas dire que vous êtes mal préparé. Pour nous qui jouons au football, vous ne pouvez pas avoir la CAF qui organise 11 compétitions. Vous assistez à 8 compétitions et vous n'êtes pas assisté à l'autre compétition. Vous dites que la CAF n'a pas été organisée, c'est déjà le compétition. Non, je ne comprends parfaitement le combat idéologique, politique qui a... C'est clair. Mais vous ne pouvez pas aller aux élections municipales je persiste ici en disant que pour avoir quand même côtoyé pour avoir côtoyé certains militants du MRC, ils étaient bien préparés. Pour faire quoi? Pour avoir côtoyé également et avoir côtoyé également les militants du RDPC, il y avait certains qui n'étaient pas bien préparés. Et la preuve, c'est qu'il y a des candidatures du RDPC qui n'ont pas été validées, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su comment ficeler. Non, mais c'est validé par qui? Par Eric Kam. Oh, alors que le MSC, c'est leur commission d'investiture qui n'a pas validé leur candidature. L'argument sur l'impréparation. Qui parle d'un parti politique qui a mis en place une commission d'investiture dans le RDPC. On vous remet votre candidature en vous disant qu'ici manque une pièce, remettez-la. Maintenant, l'instance supérieure qui est légale, c'est Eric Kam qui choisit. Et après, vous allez aux élections. Le MSC n'est même pas allé à ce niveau. Ils sont restés au niveau de leur commission de... Ils ont fait ce choix parce que bien évidemment ils avaient produit des préalables qui n'ont... Je suis journaliste et je parle des faits. Le MSC avait fait un dossier
prêts. Oh là là. D'après eux. Quoi? Oui, 32 dossiers prêts. D'après eux, c'est même la malhonnêteté. Le MSC avait 32 dossiers prêts pour les législatives. Ça veut dire que ça allait aller comme. Ça va peut-être devenir 12 ou 10. Et voilà donc le plan que vous avez mis en place pour rejeter nos dossiers. On a mis un plan en place. Éviter. Parce que si déjà vous avez mis, vous avez élaboré vos plans, c'est pas vrai. Que c'est 32 dossiers qui va ressortir. Non, c'est vous. Ce sont les déçus. Ce sont les déçus de votre parti qui ont démissionné après la qui disent. C'est vos secrets que tu dénonces. Donc nous condamnons la vague des démissionnaires là. C'est avec les dispositions de retenir sur l'ensemble de tous les dossiers du MSC 32. C'est ce qui vient de le faire. On n'a pas besoin d'aller passer. Non. Et c'est justement pour ça. Il faut donner la bonne information. Il faut donner la bonne information à ceux qui nous écoutent. Que le sage et le président élu Maurice Kamto, parce que je veux que tu le saches aussi, qu'il était dans votre gouvernement et qu'il a des fidèles amis là-bas qui ont retourné l'information de ce qui était mis en place pour décapiter notre parti. Et il a pris une décision sage, je dis bien une décision sage, pour l'intérêt suprême de tous les Camerounais. Ne pas aller à une élection, ne pas aller à une mascarade électorale qui était préparée et gagnée d'avance par le RDPC. Et la présidentielle 2018, c'est tout mascarade. Il avait gagné. Hein? Il avait gagné. Ah bon? Non. Mais bien sûr. Non. Mais madame. Non. Mais le président a gagné avec quoi? On a gagné les faux agents de transparence internationale au Cameroun pour gagner les élections. Mais c'est Kamini. Non, mais sont sérieux. On gagne une élection et les faux agents de transparence internationale. La seule personne qui peut encore émettre une opinion objective sur ce plateau, je crois que c'est le journaliste que je suis. Parce que je crois que les opinions politiques divergentes ici, là, vont dans le sens de tirer la couverture de son côté. Le MRC n'a pas gagné cette élection, il faut le dire clairement. Mais vous êtes tenté dans une logique de revendication qui est comment le RDPC l'a gagné? Non, écoutez. Mais dites comment le RDPC l'a gagné. gagné? La bonne information. Dis-nous comment le RDPC l'a gagné. Monsieur Marcès Kameni, nous sommes en train de faire le bilan de l'année 2020, non de l'année 2018. On va rapidement lire quelques messages. Vous ne pouvez pas poser des torts aux gens et puis les empêcher de tirer des conclusions. Monsieur Marcès Kameni, je vous en prie. On va rapidement lire quelques messages qui sont arrivés avant de prendre le deuxième sujet de cette émission. Bonjour au panel. Le représentant du MAC est très incohérent. On se pose la question de savoir si ce parti n'a plus de communicateur. Si ce parti n'a plus de communicateur, le message n'a pas été signé. Good morning le panel. Good morning le panel. Demandez à Elisang s'il était un communicant. Demandez à Elisang d'aller communiquer à la chaîne nationale parce que c'est là-bas que ça se fait. C'est Koundé from EDA, depuis EDA qui nous envoie le message. Bonjour le panel, je demande au représentant du RDPC de nous dire quelle la mesure qu'il utilise pour savoir que les marches de l'opposition, quand Kamto et les autres, ont été bloquées chez eux la veille de la marche. C'est Pascal qui envoie le message. Alors, monsieur Elisang, racontez ce que vous promettez aux jeunes. Racontez ce que vous promettez aux jeunes de votre quartier pour qu'ils ne participent pas aux marches. Bonjour, je n'ai pas dit la suite de ce message. Bonjour, très belle émission. Monsieur Mathias Kameni, arrêtez de nous embrouiller. Le MRC a failli nous coûter la vie. Alors, nous sommes fatigués, nous n'en voulons plus. Le message n'a pas été signé. On va lire quelques messages aussi arrivés rapidement via le réseau WhatsApp. Envoyer des messages, mais avant on va rapidement prendre le deuxième sujet thématique de cette émission. On parle bien sûr du bilan. Je commence par vous, Mathias Kameni, parlant justement de cette crise sociopolitique qui perdure dans les régions du nord et sud de Cameroun. On évoquait déjà cela en début d'émission et on parle justement du fait le plus majeur qui a ému toute la communauté internationale, qui a ému la réaction du pape, le meurtre de ses enfants, cette barbarie qui a pénétré à Kumba dans l'école moderne Franciscaine internationale. Quelle était la position du mouvement pour la renaissance du Cameroun quant à cette situation? Effectivement, ça vient retrouver notre position parce que nous pensons, et c'est d'ailleurs ce que nous avons toujours suggéré, que la solution à cette crise, ce n'est pas la solution militaire. Nous sollicitons la voie du dialogue et nous martelons cela, puisque les mêmes gens nous ont dit hier que la solution était, que la situation était sous contrôle. Comment encore il peut y avoir autant de massacres si la situation est sous contrôle? Non, nous pensons qu'en réalité, madame, il y a un gros problème. Et j'ai suivi le discours de M. Dia. Il n'a même pas envoyé ses mots de condoléances
sont victimes de ces massacres. Il avait déjà réagi sur la... Non, je dis, nous sommes en train d'aller, madame. Mais laissez-moi. On va pas refaire l'histoire. Le président de la République avait réagi après la marche dans la région. Non, j'ai le droit aussi de vous regarder. Je parle de son discours. Je dis, dans son discours, il a plutôt passé son temps à parler de son challenger, le président élu Maurice Kamto. Il n'a pas pensé à toutes ces personnes. Au minimum de ce massacre, il y a encore eu des tueries. Il y a eu des personnes assassinées. Est-ce qu'il a eu un instant de remords pour cette famille qui ont perdu les leurs? Je dis non. Il n'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé. Mais alors, où voulez-vous que nous allons avec ce genre de gouvernement? Où voulez-vous que nous allons? C'est-il que pendant qu'il est en train d'insulter son challenger, il y a des familles qui vivent encore dans des brousses? Est-ce qu'il le sait? Non, il ne le sait pas. Mais c'est-il que pendant qu'il insulte encore son challenger, il y a encore des personnes qu'on est en train de tuer sur le terrain des opérations? Mais qu'est-ce que vous voulez que le président de la République fasse quand on sait qu'il y a les forces d'intervention rapide qui sont sur le terrain, qui font un travail remarquable? Qu'est-ce que vous attendez le plus de l'État du Cameroun? Madame, cette guerre ne peut pas être facile pour le gouvernement à la remporter. Parce que vous avez affaire à des ennemis que vous ne connaissez pas. Et pourquoi vous ne condamnez pas les agissements de ces ennemis-là? Nous condamnons pas. Depuis que vous parlez, monsieur Kameni, je me rends compte qu'à aucun moment vous avez condamné les exactions de ces terroristes empoisonnés. À aucun moment vous ne condamnez les exactions de ces terroristes. Et on a comme l'impression qu'il y a des acquaintances entre vous et ce genre d'agissement. Lorsque nous demandons... Non, condamner, lorsqu'il y a des exactions qui sont commises, condamner ces exactions. Si vous ne les condamnez pas, ça donne à croire que vous encouragez ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est criminel. Nous le faisons tout le temps. Mais alors, et si nous le faisons tout le temps, nous n'allons pas aussi donner du cadeau à celui-là qui a la charge d'arrêter cette guerre. Ça coûte quoi d'appeler à un dialogue? Mais le dialogue, il y a eu... Il y a eu dialogue. Mais effectivement, et je veux que vous dites aux téléspectateurs qu'ils ont dilapidé 4 milliards de ce dialogue qui aujourd'hui, les gens continuent à mourir sur le terrain puisqu'ils avaient eux-mêmes dit que la résolution de ce dialogue, c'était pour faire taire cette guerre. Mais après ce grand dialogue, on a vu des gens continuer à être décapités. À quoi donc servi nos 4 millions d'argent du contribuable qui n'arrivent même pas à avoir de l'eau à boire? À quoi a servi cela? C'est justement compte donc tenu de tout cela que nous disons qu'il n'est pas tard. Qu'il n'est pas tard que nous allons sur la table des négociations. Parce que il n'y a pas que les civils qui peuvent les vivre. Il y a également nos frères, les militaires, qui laissent leur vie dans ce combat, dans cette guerre inutile. Oui, ils laissent leur vie dans cette guerre inutile. Que la solution est d'ailleurs là. Mais c'est parce que c'est par orgueil que le régime laisse encore des Camerounais mourir pour ne pas dire que non, le MRC a demandé le dialogue et que la solution viendra de là. Voici l'orgueil qui fait que les Camerounais continuent à mourir. Et je suis même d'accord, compte tenu donc de cette charge que M. Biadoua a démissionné. Alors, Bertrand Mang, sur la question justement de cette crise socio-politique dans les régions du nord et sud-est Cameroun, on a évoqué la question du grand dialogue national qui devait apporter des solutions pour résoudre ce problème, mais sauf qu'on a vu une crise socio-politique qui a muté en guerre, des citoyens sont abattus, filmés, des vidéogrammes horribles diffusés sur la toile. Quels sont finalement, est-ce que la solution ne serait pas un dialogue inclusif tel que prononcé par certains observateurs politiques pour résoudre cette crise, peut-être mettre sur même table les leaders sécessionnistes et l'État du Cameroun? Non mais Madame Priscille, il y a eu la convocation d'un grand dialogue national au Cameroun. Et nous avons participé à ce dialogue. Nous avons apporté par la voix du président national du PCRN, l'honorable Cabral Libi, nous avons apporté nos observations, nous avons apporté notre contribution à la fin de cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et malheureusement, nous nous rendons compte que certaines personnes continuent à se radicaliser et il faut les appeler comme il se doit, ce sont des terroristes. Les Amba Boys sont des terroristes et avec les terroristes, il faut appliquer une voie
forte, une main forte, il faut qu'on ait du poing sur la table. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a eu des exactions à Kumba dernièrement, le président national du PCRN a condamné avec la dernière énergie ce genre d'agissement. Et tout porte à croire que, mis à part le fait que les enquêtes n'ont pas encore rendu le résultat sur qui a perpétré c'est l'attentat, mais tout porte à croire que ce sont des Amazoniens qui ont posé ce genre d'acte. Et nous avons condamné avec la dernière énergie ce genre d'agissement. Et nous disons qu'il faut absolument que ces terroristes soient neutralisés. Et c'est à l'État qu'appartient le monopole de la violence légitime. C'est l'État qui a la force de pouvoir neutraliser ces sécessionnistes, neutraliser ces terroristes. Et il faut que l'État agisse. Donc, maintenant que M. Tchekameni vient nous parler de dialogue, il y a eu dialogue. Ils ont refusé de participer au dialogue. Ils ont toujours eu à utiliser la méthode de la chaise vide. Et M. Kameni, sachez que la méthode de la chaise vide n'a jamais payé. Chaque fois qu'on vous invite quelque part et vous ne venez pas dire que ce qui s'est fait là-bas ne s'est pas bien fait. C'est vous qui êtes condamnable parce que vous n'avez pas participé. Si vous aviez participé au grand dialogue national, vous aurez apporté. Nous connaissons la méthode d'observation de ce que vous n'avez pas fait. Et nous connaissons la méthode du boulanger. Nous connaissons la méthode du boulanger qui vous apporte la farine. Chaque fois que le MSC est invité sur la place républicaine, ils ne viennent jamais. Parce que nous connaissons la méthode du boulanger. Grand dialogue national absent. Élection absent, mais ils sont des grands donneurs d'ordre et de leçons. Vous donnez les leçons aux Camerounais. Qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais? Là, ils descendent dans la rue. Mais il y a eu dialogue national. Il y a eu dialogue. Mais il y a eu dialogue. Avec qui? Vous avez plutôt dépensé les milliards du contribuable. La solution, c'est quoi? Est dans l'utopie. Il est dans un film qu'il a créé lui-même. La solution, la résolution de ce dialogue, c'est quoi? Il est le seul réalisateur, le seul acteur. Non, vraiment, soyons sérieux. Soyons sérieux. Chaque fois qu'il y a une rencontre qui concerne la République, chaque fois qu'il y a un moment fort de la nation, si vous êtes un parti politique républicain, participez. Alors, Charles Elizar, l'une des résolutions de ce grand dialogue, c'était bien sûr le plan de reconstruction des régions du nord et sud-ouest Cameroun. Certains ont estimé que c'était mettre la charrue avant les bœufs parce que des crimes continuent d'être perpétrés dans cette région, des maisons sont brûlées. Est-ce qu'il n'était pas question d'arrêter d'abord le crépitement des arbres avant de parler du plan de reconstruction, la construction des écoles? D'ailleurs, plusieurs enfants ne vont pas à l'école, la construction des maisons, des routes et autres. Est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? Avant de répondre à la question, madame, je voudrais dire à M. Kameni que lorsqu'il y a eu le massacre de Kumba, ce que tous les Camerounais de bonne foi, normaux, entre guillemets, ont condamné, il y a eu une descente de 3 ministres envoyés par le chef de l'État sur place. Il y a eu une inhumation officielle présidée par le Premier ministre, le chef du gouvernement. Il y a eu un décret instituant un deuil national. Et il y a eu un tweet du président de la République et une lettre de condoléances. Non, un tweet pour informer l'opinion nationale et internationale et une lettre de compassion et de condoléances envers l'intégrale des frais d'inhumation de tous ceux qui ont été là-bas et surtout une assistance sociale de la part du gouvernement camerounais envers ces familles-là. Maintenant, passer l'émotion dans le sens où il faut assister les familles qui ont été endeuillées, il faut maintenant passer à la phase 2 qui était la mise en place des enquêtes. Je tiens à rappeler à ceux qui écoutent ici là que aux aveux, il a commencé à donner des noms et on ne fait que les prendre au jeu. Ce que je veux dire au Cameroun, c'est que nous sommes face à une guerre asymétrique. C'est-à-dire d'une volonté populaire à aider les forces de défense et de sécurité à mieux travailler. Les populations dans le nord et sud-ouest ne sont plus d'accord avec les pas du tout. Les populations de plus en plus trahissent, elles dénoncent, donnent des noms. Et c'est même l'armée qui aujourd'hui vient en secours lorsqu'il y a des... Parce qu'il faut l'exploiter, parce que c'est sur le rôle d'une armée protégée, même ceux-là qui ont pris les armes contre la même République. Et je termine par dire que soutien total à nos forces de défense et de sécurité. Maintenant, je viens à ce que certains ici aujourd'hui qui ont fait la politique depuis 2018, je ne sais pas comment que ce qu'ils voient, pour leur faire comprendre que l'histoire est pourvoyeuse d'arguments. Dans aucun conflit au monde, je dis bien dans aucun conflit au monde, lorsqu'on a commencé à les résoudre, on a arrêté le développement. Autant vous avez un voisin chez vous qui a deuil, autant le lendemain, vous mettez votre argent pour construire un mur chez vous. Autant vous avez vos enfants à l'école, autant vous avez votre parent là-bas qui a deuil. Le programme national, le PNUD, qui est l'organe technique qui assiste le Cameroun dans la reconstruction de nos zones et quand je ne parle pas du système. Ça veut dire que le Conseil international des Nations Unies est d'accord
avec ce qu'a proposé le gouvernement camerounais dans la reconstruction du Nouveau. S'il n'avait pas été d'accord, il ne serait pas partie prenante de la reconstruction du Nouveau. Nos amis bilatéraux avec qui on fait les affaires ont déposé chacun une cagnotte sur l'enveloppe pour dire que nous devons montrer notre bonne foi de contribuer à la reconstruction de ces deux régions. Quoique le président lui-même dit, si vous êtes vraiment nos amis, ce n'est pas tellement cet argent qu'on a besoin, on a aussi besoin que dans votre système judiciaire, que vous mettez à disposition de la justice camerounaise ceux-là qui sont hébergés chez vous et qui, à partir de vos capitaux, financent cette guerre. Voilà, remettez-les à la justice camerounaise, vous serez très plus utile au Cameroun que de nous donner de l'argent et nous aider à reconstruire. Donc, pour réussir la reconstruction se fait parce que quand on pacifie une zone, il y a des zones qui sont déjà totalement pacifiées. Il faut reconstruire. La reconstruction signifie que la vie normale doit reprendre. Les déplacés internes qui sont en bourse doivent revenir dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les maisons. Et les zones où il y a encore quelques relents d'attaque, l'armée doit continuer à faire son travail pour appuyer. Et qu'il n'y a pas eu de... Et puis le DDR continue. Est-ce que vous avez le nombre de Camerounais, d'Ambaba qui ont des gros armes et qui ont rejoint le DDR? Ils sont nombreux. Donc, en ce qui me concerne, ça me rappelle l'histoire de la création de la SDN après la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez eu 4 conférences. Yada, Potsdam, Los Angeles, Paris, pour avoir la SDN, 4. Et pendant ces 4 conférences, où tous les pays s'asseyaient pour essayer de discuter du même appel, il y avait d'autres endroits où il y avait la guerre. Où la guerre continuait, mais l'endroit pacifié, on avait recommencé la construction, comme en Europe avec le plan Marshall. Donc c'est pour dire à M. Kamini que quand il allait à l'école, il fait qu'il allait à l'école, il n'allait pas en classe, pour lui faire comprendre que quand il faisait l'histoire dit ceci, on n'invente rien. On continue à faire comme ça. Vous n'avez pas demandé à une zone comme Bamenda, le centre du Bamenda, où la paix est revenue, qu'on ne reconstruise pas. Quand vous voyez la ligne route, c'est la ligne route. C'est le monde qui part du sud, le nord, qui traverse par le Nigeria. Vous n'avez pas la construire. Le travail est repris pour que la route, cette route transnationale puisse permettre au Cameroun de quitter le Nigeria pour le Cameroun au Nigeria facilement. Quand on reconstruit la route, quand on reconstruit la route, c'est maman fait, ça ne nous arrange pas. Quand on reconstruit la route, Babadou, ça ne nous arrange pas. Comment allez-vous reconstruire les routes alors qu'on enlève des gens? Je comprends, je suis en train de parler. Comment allez-vous le faire? Je suis en train de chuter. Il y a 3 semaines, les bailleurs de fonds, dits amis de la CEMAC, sont réunis à Paris et on dit qu'ils vont proposer 4 000 milliards de francs CFA pour investir dans la sous-région. Et l'investissement dans la sous-région, le Cameroun en sort avec la plus grosse enveloppe, près de 2 000 milliards par là de francs CFA. Pourquoi tous ces financiers-là trouvent qu'il n'y a pas la paix au Cameroun, trouvent qu'il y a des investissements? Mais dites-moi comment on peut construire pendant qu'on enlève des gens. On décapite des gens, on égorge des enfants. Dites-moi comment... Je suis en train de vous répondre. À partir du moment où vous êtes parti de chez vous ce matin, pour venir à LTM, il y a une agression quelque part à côté. Ça ne vous empêche pas de venir ici à LTM. Pour vous faire comprendre, c'est là votre bonne. Écoutez-moi très bien, M. Kamini. Vous avez besoin justement de cette formation-là. Ce que vous faire comprendre, c'est que à partir du moment où le développement va suivre et que l'armée estime qu'elle est en train de faire son travail et qu'il y a juste des attaques sporadiques, il faut donc continuer. Et c'est pour ça que j'ai aimé la parole de M. Mankaï parler de ce qui se passe dans le Nord, avec Boko Haram, où nous sommes certains que Boko Haram va disséminer la population. Aujourd'hui, la reconstruction se passe là-bas est importante. On doit reconstruire et en même temps l'armée doit monter en puissance pour décapiter tout ce qui continue à enlever la façon des bandits. Ce n'est plus une guerre idéologique, c'est devenu des bandes armées qui en ont profité pendant la crise pour avoir un peu d'argent, qui veut continuer les relations parce que retrouver la vie normale et travailler normalement, ça n'a jamais pas de facile. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à s'examiner et enlever des gens, égorger des hommes? Est-ce que la sécurité est donc la situation sanitaire? Donc ce n'est pas ton gouvernement. Si, mais je ne peux pas avoir un gouvernement qui a tué son peuple. Monsieur Kamini, en fait, c'est le gouvernement qui kidnappe les gens.
Mais on dit donc au gouvernement que voici les solutions pour mettre... Laquelle solution? Laquelle? On va avancer. Alors, Georges, c'est La solution proposée par le MSC. C'est ça la solution. Oui, c'est ça la solution. C'est que le MSC veut, ça va aller. Si vous ne l'appliquez pas et que les gens continuent à mourir, nous vous imputons cela. C'est ça. Et quand le MSC sera au pouvoir, on ne va plus jamais venir quelqu'un au Cameroun. Non, nous allons mettre tous les... Et quand le MSC sera au pouvoir, il n'y aura plus jamais de bandits au Cameroun. Il n'y en aura plus. Alors quand le MSC sera au pouvoir, il n'y aura plus de bandits au Cameroun. Former et créer des bandits. Quand le MSC sera au pouvoir, il n'y aura plus de bandits au C'est la Cameroun. question toujours de la crise sociopolitique. On a quand même vu qu'elle a traversé certaines régions, elle est arrivée dans la région du littoral, la région du centre, avec des bombes artisanales qui ont explosé dans la ville de Yaoundé. On a parlé de 3 bombes qui ont explosé, et à Douala, notamment au niveau de Bolabé, dans l'arrondissement de 4e, où on a découvert, autant pour moi, 2 sacs à canon dans le domicile d'un jeune homme. Alors, on va quand même dire qu'il y a des dispositions qui ont été prises par les autorités sécuritaires pour limiter, mais qu'elle a quand même traversé cette guerre. Donc, combien de buts, comme on peut le dire? Bien, écoutez, la crise anglophone nous préoccupe beaucoup plus au chef, nous les Camerounais, puisque fondamentalement c'était une guerre de sécession, de séparation, c'est-à-dire de division du territoire camerounais, dont elle nous préoccupe non seulement parce qu'elle voulait séparer notre pays, mais également parce qu'elle a causé d'énormes dégâts, dont la destruction des biens, mais également des morts. Effectivement, elle est sortie au-delà de la région anglophone, elle est des réminiscences de la région du littoral. Vous avez évoqué les cas de ces bombes artisanales que nous avons observés à Douala, mais également à Yaoundé. Et comme vous l'avez dit également, il y a eu des mesures de sécurité appropriées, d'ordre public appropriées qui ont été prises à cet effet. Et depuis un moment, nous n'entendons plus parler effectivement de ces bombes artisanales. La douane également fait son travail sur la sécurisation des frontières parce que dans un passé récent, il y a eu une saisie d'un arsenal important qui concourait à la fabrication de ces armes, ces engins explosifs. Donc, quand la crise anglophone, on parlait tout à l'heure de la reconstruction, mais il y a un aspect de veille à évoquer. Il y a également un aspect social à travers lequel on pourrait s'apaisantir, c'est-à-dire les réfugiés qui sont déplacés des régions anglophones, la région du littoral et même la région du centre et d'autres régions du Cameroun. Donc, ces aspects sont des aspects qui nous préoccupent beaucoup. Il faut fondamentalement rappeler quand même que lorsque une armée est attaquée, que ce soit de l'extérieur, que ce soit de l'intérieur, elle devrait se défendre. Et c'est ce que l'armée camerounaise a fait depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Il est bien vrai qu'il y a eu quelques bavures qui ont été imputées à cette armée, mais elle a, sur instruction du président de la République, voulu préserver d'abord l'intégrité de son territoire. Et à côté de cette mission de sécurisation, je crois qu'on pourrait y associer la mission de reconstruction. Alors, il est de bon temps que, à côté de la mission de sécurisation, le président de la République instruise un plan de reconstruction. L'autre aspect que je voulais évoquer, c'est la main tendue, extrêmement tendue, de la part de l'État du Cameroun. Je ne voudrais pas dire du président de la République, je parle de l'État du Cameroun. Très bien. Sur le plan administratif, sur le plan judiciaire, sur le plan économique, et même sur le plan social. Sur le plan administratif, je crois que il y a quand même certaines mesures qui ont été mises sur pied. On a recruté des enseignants de langue anglophone. On a créé une section common law à la Cour suprême et à l'ENAM. Tout cela pour conquérir, à apaiser les tensions qui s'étaient développées en région anglophone. Sur le plan judiciaire, je crois qu'il y a des élargissements de plusieurs acteurs de la crise anglophone, le président de la République. Sur le plan économique, on parlait tout à l'heure du plan de reconstruction. Il y a ça aujourd'hui. Donc, l'État a fait sa part. Mais de l'autre côté, du côté des sécessionnistes, qu'a-t-on vu? Absolument rien. C'est la sécession et rien que la sécession. Heureusement que le pouvoir en place a pris soin quand même de mettre sur pied une organisation pour permettre à ceux qui vont baisser les armes de regagner la société et d'abandonner la sécession. Mais ils n'ont rien fait jusqu'ici, les sécessionnistes. Pour eux, c'est diviser le Cameroun. Et c'est tout. Donc, nous espérons que vous avez appelé au dialogue tout à l'heure, mais comment peut-on dialoguer avec des personnes qui ne pensent pas des citoyens, qui détruisent des biens de la République, qui tuent des citoyens? Donc, je crois qu'il faut quand même raison garder et permettre au gouvernement de se défendre
permettre à l'armée de préserver l'intégrité de notre territoire et permettre à ce que ces régions soient reconstruites au même moment que se déroulent ces guerres. Donc vous n'avez pas raison de dire qu'on ne devrait pas reconstruire parce qu'il y a la guerre. Vous n'avez pas raison de dire que c'est le président qui encourage cette décision. Non, il doit se défendre et la position du MRC de ce côté, un peu comme dans les autres sujets de l'actualité de notre pays, est encore cette fois-ci justifiée. Nous voulons que la paix revienne. Le gouvernement a fait sa part, mais aux sécessionnistes également de montrer leur bonne volonté en arrêtant cette guerre et en réintégrant les gilets de la République. On va lire rapidement quelques messages arrivés. Monsieur Mathias Camille, il y a des gens qui regardent, ils doivent réagir, vous aurez votre temps de parole. Bonjour à tout le panel, demandez à monsieur Zan d'être un peu sérieux car il ne fait pas partie des Camerounais les plus démunis et qu'il laisse les autres arriver au bout de la pensée, qu'il cesse d'étouffer les autres. Bonne année à tous, le message n'a pas été signé. Alors, bonjour monsieur, bonjour et bienvenue au plateau, que le monsieur du MRC libère le plateau, il ne sait même pas de quoi il parle, c'est désolant, il a l'image de Camto. Monsieur Kameni s'exprime tellement que nous comprenons que ce parti est truffé d'une catégorie d'individus assez... Bon, alors, d'autres messages arrivés. Bonjour et bonne année à tout le panel, merci. Monsieur Kameni, laissez monsieur Man Jean-Bertrand vous apprendre, c'est un garçon très intelligent et très brillant. Moi, c'est monsieur Kalpop Janvier, le RDPC reste incontournable dans ce pays, c'est ça la logistique. Le message n'a pas été signé. On va lire rapidement des messages arrivés. Ils sont très nombreux à avoir réagi rapidement pour écouler ces messages-là. Alors, bonjour, bonne année à tout le panel. Monsieur, vous dites vouloir prendre le pouvoir par les unes au RDPC. En même temps, combat plus le MRC, plus que le représentant du RDPC sur le plateau. Vous confirmez par là vos accointances. Si c'est compliqué de s'asseoir ensemble, entre Camerounais, pour refaire un code électoral consensuel, car avec le code actuel, seul le président national du RDPC décide de tout, d'où la suffisance des représentants RDPC sur le plateau. C'est Irénée qui nous envoie le message. Bonsoir à vous. Je demanderai aux militants du MRC de se taire, parce que nous connaissons tous que l'idéologie du MRC, c'est le désordre. Pour mettre le Cameroun KO, on ne va pas demander à un enseignant de droit d'aller revoir son cours de Mahamadou Adamou depuis Ngaondéry. Le même message est venu plusieurs fois. Voilà. D'autres messages. Bonjour le panel. Rien ne sert de continuer à faire venir les hommes du MSC sur le plateau. On va les faire venir. C'est un parti politique. Alors, bonjour le plateau. Votre chaîne de télévision est très suivie et respectée. Merci. Ok. Je voulais dire le repli identitaire qui n'est pas autre que le tribalisme. Pouvons-nous construire un pays avec ce genre de parti politique? Je crois, à mon avis, que le gouvernement gagnerait à supprimer ce parti qui est le MRC, quand il a apporté la division dans notre pays, et même si Mathias Kameni prenait le pouvoir, aurait-il une place dans le gouvernement, un pays qui regorge des intelligences. Le message n'a pas été signé, mais il s'adressait à vous, monsieur Mathias Kameni. Bonjour le panel, il y en a tellement, on va essayer de lire quelques-uns. Bonjour le panel, les fans de LTM, monsieur Kameni, soyez sérieux et honnête envers vous-même. Les Camerounais sont choqués de constater qu'il manque de modestie à tous vos représentants sur le plateau des médias. Seules des personnes qui ne veulent pas le bien pourraient se comporter ainsi. Carole, votre leader, a joué en 2011 avec ce même code électoral qui avait porté son excellence Paul Biya une fois de plus au pouvoir. C'est aujourd'hui qu'il constate que ce code est mauvais. Saïd Habé, Sam Demakepe, bonjour les fans. Franchement, Madame Priscille, pour l'engouement que les Camerounais ont pour votre émission, je crois qu'il est important de demander aux représentants du MRC sur votre plateau de faire preuve de minimum de respect pour les téléspectateurs, surtout les institutions étatiques. Alors, bonjour aux invités sur le plateau, s'il vous plaît. Madame, que monsieur Elie Zan cesse de mentir, c'est une honte pour le représentant du PCRN de supporter le RDPC sur le plateau. Le MRC est le seul parti d'opposition au Cameroun. C'est pour cette raison que tous ces petits partis politiques qui n'ont même pas eu 3% aux élections présidentielles 2018, c'est vraiment une honte pour le Cameroun. Ces petits partis tirent sur le MRC parce qu'en fait, il y a juste deux partis politiques au Cameroun, le RDPC et le MRC. Bonjour, le monsieur du MRC n'a pas... je vais pas dire bonjour madame.
je voudrais participer à l'émission. Oui, vous pouvez participer en envoyant des messages. Bonjour, très belle émission. Je vous dis une vérité, le MRC nous embrouille. Ils sont complices avec les empoisonnières, je vous assure. Voilà, on termine avec ce message parce qu'il y avait tellement bonjour, bon débat. Je ne suis pas politicien, mais la vérité est que le MRC avait gagné quand nous sommes dans un état de mensonge et d'injustice. On ne les a pas laissés faire. C'est Paul depuis Bameda qui nous envoie le message. On va prendre justement le troisième sujet, le dernier de cette émission. Et je commence par vous, Charles Elisa. On parle de la pandémie à coronavirus. Elle a été la star durant cette année 2020, depuis mars 2020, où on a vu des enfants qui ont arrêté l'école. On a vu toute activité arrêtée totalement. Et c'est justement l'économie du Cameroun qui en a pris un coup, comme les autres d'ailleurs, avec l'arrêt des activités, les petites et moyennes entreprises. Et justement aussi l'éducation qui a été touchée. Finalement, on espère une nouvelle page pour l'année 2021, mais on peut quand même dresser le bilan de cette année 2020 marquée par la pandémie à coronavirus. Oui, coronavirus est quelque chose qui est venu nous remettre à l'essence même de la vie. Nous avons vu tous que même les plus grandes puissances dites sanitaires ont eu plus de morts que nous en Afrique. On a vu l'économie mondiale s'arrêter. On a vu des organisations traditionnelles, historiques, telles les Jeux Olympiques, la Coupe d'Euro, le championnat américain de foot s'arrêter. On a vu la vie en général s'arrêter parce qu'il fallait savoir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, au-delà de la guerre qu'il y a entre grosses firmes pharmaceutiques, au niveau de ce virus qui a été créé par X ou par Y, parce que dans cette histoire, il y a eu une certaine guerre intelligente qui est née entre les grandes puissances internationales. Nous, Camerounais, nous nous sommes posé la question parce que nous avons eu des morts. Et au départ, c'était difficile pour le gouvernement camerounais de pallier à l'arrivée de ce virus, mais avec l'apprentissage, avec le temps, avec la volonté de tous les Camerounais de cette maladie, il y a eu une réaction efficace du pays. À travers l'adresse du président de la République, ce jour-là, quand il dit qu'il félicite et il dit merci à tous ceux qui ont plus ou moins, de manière considérable, contribué à ce que cette maladie recule. On a parlé de médecins soignants, c'est-à-dire nos médecins qui ont pu, les infirmiers, certains qui sont sont morts. On a vu des griffeurs traditionnels, des tradithérapeutes, des hommes d'église, des partis politiques. On a vu tout cela se mettre ensemble pour lutter contre la maladie. Et l'économie en a été affectée. Mais avec la reprise, j'ai été heureux de voir par exemple qu'il y a eu un plan d'assistance envers les PME qui a été mis en place, des petits papiers publics, et mis en place opérationnellement par le ministre des Finances, je veux dire, qui a fait débloquer près de 118 milliards de francs CFA pour appui envers les PME, PMI. Parce que vous savez, dans un pays où l'économie est largement constituée sur le plan par l'économie informelle, ce sont les PME, PMI qui représentent le plus gros nombre de pouvoirs d'emploi, qui participent le plus à hauteur de 44,9% dans le PIB national. Il fallait donc que le premier acte du gouvernement soit en faveur de ces PME. Le deuxième acte est venu de la part des grosses structures du pays à travers le GICAM. Le GICAM, qui lors du Cameroun Business Forum à Yaoundé, a fait des propositions par son patron, M. Damba, qui vient d'être réélu, a fait des propositions au Premier ministre pour lui faire comprendre que voilà comment est-ce que nous voulons que les choses se passent entre le gouvernement et les grosses firmes que nous présentons. Et lors du discours de la République du 31 décembre, j'ai été heureux d'apprendre qu'on a mis en place ce qu'on appelle le plan national, un plan stratégique pour le développement, qui prévoit pour l'exercice budgétaire 2021 un taux de croissance de 8%. Pour un pays qui se donne une ambition de faire 8% de taux de croissance après une pandémie pareille, il faut être content et dire que ça veut dire qu'à l'amont, certaines choses ont été maîtrisées, c'est-à-dire ce qui nous a toujours fait ralentir la corruption. Il faut lutter contre la corruption, les détournements, il faut lutter contre les détournements. Et maintenant, en aval, la mise en place à travers l'attractivité du Cameroun, où nous voyons par exemple la reprise des grands chantiers. La deuxième phase du pont en eau profonde du Kribi a repris le plus belle. La reconstruction de la pénétrante Est a repris. Nous allons héberger dans quelques jours le Chan, où
toutes les infrastructures sportives, hôtelières, sanitaires sont prêtes à accueillir 8 participants sont au Cameroun. Il faut dire que le Cameroun sort de loin. Et malgré cette pandémie, les Camerounais sont restés vraiment résilients, selon moi exprimé, pour continuer à faire en sorte que le panier de la ménagère soit toujours rempli, très bien à la maison, travailler, qu'il n'y ait pas une pénurie au niveau des hydrocarbures pour permettre aux automobilistes, les taximans, les mototaximans de continuer à se mouvoir. Il n'y a pas une pénurie en termes de distribution d'énergie et d'eau, alors il y a de quoi être serein. Et pour terminer, continuons à observer les mesures barrières, quelle que soit l'embellie financière qui se voit ce jour, continuons à respecter les mesures barrières et que les Camerounais continuent dans leur solidarité à être solidaires, permettez-moi le prévenance, face à ce virus qui attaque tout le monde, qui ne choisit pas ni la tribu, ni le parti, ni le sexe, mais qui attaque tout le monde. C'est une histoire de réponse globale à donner à un ennemi global. Alors Bertrand, Charles-Élise dresse un beau plateau, d'ailleurs un beau tableau je voulais dire, et on va dire une très belle initiative pour l'année 2021. On parle justement de plusieurs initiatives qui ont été multipliées par le gouvernement camerounais. Alors, est-ce que c'est possible, quand on sait tous les dégâts causés par la pandémie coronavirus en 2020, est-ce qu'on peut dire que l'année 2021 a été bénéfique pour les Camerounais, pour le Bayam Selam, parce qu'on parle des petites et moyennes entreprises, sauf qu'il faut noter que ce sont des grandes sociétés. Est-ce que pour le Bayam Selam, le citoyen lambda qui est en comptoir au marché Sandaga, on peut dire que l'année 2021 aura des jours meilleurs? Il faut dire que Charles-Élise est dans l'idéalisme du RDPC. Parce qu'il y a une mauvaise gestion du plan d'assistance des PMI et des PME. Parce que première chose, sur la base de quoi est-ce qu'on a assisté quelle entreprise? On ne sait pas. On n'a pas dit, on ne nous a pas donné, on ne nous a pas dit quels sont les critères d'assistance de ces entreprises. On ne nous a pas dit quelles sont les entreprises qui ont été assistées. On a comme l'impression que cet argent a été utilisé à des fins que seuls eux peuvent connaître. L'autre chose, l'assistance aux populations lambda, aux citoyens lambda. Pendant la crise du coronavirus, je vous assure, Madame Priscille, il y a eu des gens qui mouraient de famine chez eux parce que le gouvernement n'a pas pu, ne serait-ce que distribuer aux Camerounais, avoir un plan d'assistance quelconque pour distribuer quelque chose, des ressources pour que les Camerounais puissent survivre. Il y a eu des gens qui ont perdu leur emploi jusqu'aujourd'hui. Ils ne savent à quel sens se vouer. Donc il faudrait que quand M. Élise en parle, il donne l'impression que non, tout s'est bien passé et que tout va bien et tout. Et autre chose, encore qu'actuellement on se rend compte que les mesures barrières, tout le monde a relâché au niveau des mesures barrières. Ça dit que ça se passe n'importe comment, les snacks et tout ça, tout le monde se frotte alors que le virus reste encore présent. Il faudrait que le gouvernement renouvelle la sensibilisation, qu'il y ait des campagnes de communication, de large communication sur le coronavirus parce que ce n'est pas encore terminé et les populations ont relâché. On a comme l'impression dans les quartiers que le coronavirus n'existe plus, les gens ne portent même plus les masques et tout, ce n'est pas bon. Donc il faudrait que les Camerounais, le gouvernement continue à rassurer les Camerounais, à communiquer sur la présence du virus parce que le virus reste encore parmi nous. Voilà. Alors, Georges, on parle justement d'un plan d'assistance aux petites et moyennes entreprises, sauf que nous, qu'on a vu, l'un des secteurs qui est le plus touché par cette pandémie, c'est l'agriculture. Avec cette crise qui a eu lieu dans l'activité de la tomate, par exemple, où on a vu des cajots être vendus à 1000 francs, 800 francs sur le terrain, et la plupart de ces agriculteurs disent qu'ils n'ont pas été soutenus par l'État du Cameroun. Comment s'est passé finalement ce plan d'assistance à cette petite et moyenne entreprise au Cameroun? On a eu l'impression que les plus riches, on va le dire, ont eu droit à une grosse part du gâteau. Alors, pour avoir participé à plusieurs sessions du gouvernement interpartenaire du Cameroun sur l'impact qu'a eu le Covid-19 sur l'activité économique camerounaise, j'avoue qu'au regard des chiffres qui ont été rendus publics, le patronat, le secteur privé est extrêmement déçu des retombées financières qui avaient été promises par l'État du Cameroun. Et le président du GICAM, Célestin Tawamba, a parlé le 16 décembre 2020 des mesurettes qui ont été prises, là je répète son mot, des mesurettes qui ont été prises par l'État du Cameroun pour soutenir le secteur privé. Et vous savez que le secteur privé est majoritairement constitué au Cameroun des petites et des moyennes entreprises, près de 1000 au Cameroun. Et c'est eux qui portent avec le secteur informel pratiquement l'économie camerounaise. Donc
le secteur privé est globalement déçu des promesses qui avaient été faites par le gouvernement. Vous avez tout à l'heure cité le secteur de la tomate. Le secteur de la tomate a souffert énormément de la fermeture des frontières parce que la plupart de la production camerounaise, qui est essentiellement basée dans le Mourou et dans l'ouest du Cameroun, était écoulée dans les pays frontaliers au Cameroun. Mais avec la fermeture, exactement, avec la fermeture des frontières, on ne pouvait plus avoir cette débouchée qui était fermée. Et la conséquence logique, c'était de faire chuter le prix et d'essayer de l'écouler sur le territoire national. C'est la raison pour laquelle vous qui êtes une bonne ménagère, vous avez acheté des cajous de tomates à pratiquement 1000 francs CFA. Mais je pense que dans le budget 2021, il y a inscrit en lettre d'or quand même des mesures de soutien à l'économie camerounaise. Mais il s'agit encore de prévisions. Comme elles ont été faites dans le budget 2020, on aimerait qu'elles soient tenues au moins dans le budget 2021, en accord avec le secteur privé qui a émis de très bonnes solutions, mais qui jusqu'ici n'ont pas été totalement prises en compte. Elles auraient permis de relever un tout petit peu le secteur privé. Et d'après les chiffres qui ont été rendus publics par le GICAM, le secteur privé a perdu au moins 3500 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Et l'État en a perdu davantage parce que c'est au moins 500 milliards d'impôts qui sont passés entre pertes et profits. Donc, il faut une association, une convergence de points de vue entre le secteur public et le secteur privé afin de trouver les solutions idoines pour soutenir le secteur privé. Tout à l'heure, le représentant du PCN évoquait un aspect très important de la lutte contre le Covid, c'est le relâchement des mesures barrières. Mais c'est tout à fait normal qu'on observe aujourd'hui qu'il y ait un relâchement des mesures barrières. Pas parce que le gouvernement a failli. Le gouvernement n'a pas failli. On y a mis des moyens. On a sensibilisé et on continue de le faire. Mais vous qui êtes un homme politique, est-ce que vous savez qu'il y a un déni scientifique et racial de la maladie? Par exemple, on véhicule un message selon lequel, dans les réseaux sociaux bien évidemment, on véhicule un message selon lequel cette maladie n'attaque pas les Noirs. C'est une affaire des Blancs. On nous dit également que c'est une maladie de riches. Elle n'attaque pas les pauvres. Mais également, il y a un déni politique. Il y a un déni politique selon lequel on nous fait entendre que c'est le gouvernement encore qui organise une machination pour dépenser et détourner de l'argent, etc., etc. Donc, je pense que le gouvernement a fait sa part en mettant les moyens pour lutter contre le Covid. Il y a eu un plan national de solidarité qui a, je crois, engrangé au moins 158 milliards de francs CFA pour soutenir la lutte contre le Covid. Il y a les partenaires nationaux et internationaux qui ont donné de l'argent, mais il y a une activité intense de sensibilisation qui a été menée. Si les populations ne sont pas réceptives à ces messages de sensibilisation, la responsabilité est individuelle. Elle n'est pas du gouvernement. Mais je pense que le président de la République a clairement rappelé, il faut continuer à sensibiliser. Il faut également que nous intégrons dans nos pratiques quotidiennes que cette maladie n'est pas une affaire des Blancs, qu'elle n'est pas une affaire des pauvres, qu'elle nous intéresse tous et que nous devons prendre les mesures appropriées pour nous prémunir contre cette maladie parce que, en fin de compte, quand vous l'avez, vous mourrez tout seul et les politiciens qui distillent des messages qui n'ont rien à voir avec la réalité seront toujours là pour nous rien faire. C'est vrai qu'il même d'insister sur le respect des mesures barrières. Il faut insister sur les mesures barrières. C'est la première barrière. Il faut aussi insister sur le fait que les scientifiques ont fait acte que la population africaine s'en sort gagnante à cause d'une jeunesse grandissante, contrairement à la population européenne où on a plus de vieux que des jeunes. Et ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai. Laissez-moi vous rappeler que parmi les morts au Cameroun du Covid-19, il y a un bébé de 4 ans. Il y a eu un mort de 4 ans. Donc ça veut dire que c'est au-delà de l'âge, c'est au-delà de la race, c'est au-delà des classes sociales. Ça concerne tout le monde. Donc je pense qu'il faut se prémunir individuellement et le combat qui est engagé par l'État du Cameroun nous concerne d'abord individuellement et l'État ne peut que apporter sa part de contribution et ce qu'il a déjà fait bien évidemment. Donc le discours qui consiste à dire que c'est une maladie de pauvres, c'est une maladie des Blancs ou alors c'est l'État qui s'arrange à détourner de l'argent, c'est un discours totalement irresponsable et nous voyons des gens mourir tous les jours de cette maladie. Il suffit de faire un tour à l'hôpital Académie où il y a des tests de diagnostic rapide actuellement. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui veulent quitter le Cameroun, puisque pour quitter le Cameroun, forcément, il faut présenter un test négatif. Mais lorsque vous rendez à l'hôpital Académie, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de personnes
qui ont le virus, qui sont atteints de cette maladie, peut-être qu'ils ne la développent pas, mais qui ont ces virus et le propagent. Donc je pense qu'on devrait adopter un discours responsable, on devrait adopter une attitude responsable afin de nous prémunir nous-mêmes et afin de ne pas propager davantage de virus. D'ailleurs, il y a des mesures fortes, drastiques qui ont été prises dans les frontières aériennes, terrestres, maritimes au Cameroun pour éviter une autre vague de contamination. Alors qu'on parle justement du virus qui a muté pour éviter justement de nouveaux cas d'infection à travers le pays et même des morts. Mathias Kameni, est-ce qu'on peut donner une note de 10 sur 10 sur le plan de riposte mis sur pied par le ministère de la Santé publique pour limiter le cas d'infection de la pandémie à coronavirus sur le triangle national? Madame Priscilla, le Cameroun aurait dû éviter même cette pandémie au moins à 75%. Rappelez-vous quand certains pays prenaient déjà les mesures à fermer les frontières, celle du Cameroun était restée ouverte, malgré tous les cris, pour demander au gouvernement illégitime de fermer les frontières. Ils ne l'ont pas fait. Vous sortez toujours de l'objectivité, M. Kameni. D'où viennent les premières vagues de contamination? C'est à partir du moment où les billets d'avion Paris-Douala étaient à 100 000 francs. Et les Camerounais ont trouvé mieux de profiter de cette période pour rentrer chez eux. Et notre frontière était toujours ouverte. C'est là où vont les premiers contaminés. Souvenez-vous, sauf qu'avant le retour des Camerounais, on avait déjà de cas d'infection, d'ailleurs qui étaient notés par le ministre de la Santé. On avait un rapport quotidien du nombre d'infectés au Cameroun et du nombre de guéris. Vous n'avez pas dit qu'il y a une vague de... Je dis que c'est l'entrée de ces étrangers sur notre terre, parce qu'ils ont des nationalités qui avaient... Oui, mais effectivement, je dis, ils ont quand même des nationalités étrangères. C'est ce que nous... C'est ce type de stigmatisation que je disais. C'est pourquoi je disais... Vous voyez, il y a une stigmatisation politique. Je disais donc politique de la maladie. Je te disais, je n'ai pas sérieux de tenir de tels discours. Je disais donc qu'il n'avait... Pourquoi? Et j'attendais que M. Bia félicite soi-même, donner une indemnité aux médecins, aux personnes soignantes. Qui risque tous les jours? Qui risque tous les jours? Parce que lorsque vous arrivez, dans les hôpitaux, ils ont peur parce qu'ils n'ont pas des équipements. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai du tout. Je dis lorsque vous arrivez dans les hôpitaux, pourquoi on vous prenne en charge? Est-ce que vous avez visité les hôpitaux pendant cette période de Covid? Je suis allé Monsieur Mathias Kameni, j'ai eu une tour. Je suis allé. C'est pas vrai du tout. Mais laissez-moi. Je peux vous donner quelques chiffres, M. Kameni. Je peux vous donner quelques chiffres. Si vous voulez, parce que... accepter les malades à la Covid-19. Les hôpitaux en charge, tous les hôpitaux en charge qui prenaient soin des Covid-19, il y a des hôpitaux qui ont muté, spécialement pour les centres des personnes liées à la pandémie Covid-19. Je suis allé au centre gynéco-obstétrique parce qu'il y avait une fièvre. J'ai eu de la peine. Avant, pas qu'il n'y en avait pas. Ils me renvoient à la Quintini. Mais pourtant, ce centre était retenu pour s'occuper des personnes présentant des symptômes. Il est bien, je ne présentais pas, mais j'avais une fièvre qui m'inquiétait. Qu'est-ce qu'il fallait faire qu'on me prenne en charge? C'est parce que lui-même, quand il te regarde, il a d'abord peur de toi. Il se dit que tu vas le contaminer et qu'il a aussi contaminé sa famille à la maison. Ça, c'est de deux. De trois, madame. Lorsque les gens confinent leur population et qu'au Cameroun, on continue à dire observer les mesures barrières. Le gouvernement dit observer seulement les mesures barrières. À leur niveau, ils font quoi? Oui, mais tout ce qu'ils savent faire, c'est de nous vendre un cache-nez à 1000 francs. Déjà, les gens sont en confinement, ils n'ont pas de quoi manger. Vous leur vendez un cache-nez, je parle à 1000 ans. À 1000 francs. Bon, imaginez donc un parent qui a 5 enfants qui vont à l'école, il faut 5 cache-nez. Et si le cache-nez de M. Elisan, qu'il fabrique, que son gouvernement fabrique pour 1000 francs. Les sont vendus sur le marché à 100 francs. Mais madame, est-ce que vous savez qu'on vend les cache-nez madame, à 100 francs? Les collectivités de pays distribuent gratuitement. Le simple cache-nez. Les mairies les distribuent gratuitement à M. Kameni. Restons dans le débat au moins. Il y a une société qui a mis sur pied des cache-nez relavables qu'on vendait à 1500 000 francs la pièce, mais sur le marché, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs accepté les cache-nez qui se faisaient à base des tissus, disant qu'ils pouvaient être utilisés. Le gouvernement nous avait dit que la SICAM devait produire les cache-nez
qu'on devait les vendre à 1000 francs. Oui, mais c'est ça ou ce n'est pas ça? Monsieur Mathias Kamini, on vendait les cache-nez sur le marché à 100 francs, 200 francs. Mais je dis, il nous avait dit que la suite, on devait fabriquer de bons cache-nez et que ça devait coûter 1000 francs. Alors c'est ça dont nous déplorons. C'est ça que nous déplorons en disant que voilà un peuple qui n'arrive pas à se nourrir en confinement. Qu'on leur propose des cache-nez à 1000 francs. Et puis pire, il y a un député qui a dénoncé le ministre de la Santé publique par rapport à un détournement des fonds liés à la Covid-19. Il y a quand même eu des documents qui ont circulé, madame. Monsieur Mathias Kamini, soyez un petit peu sérieux. Un tout petit peu discipliné. Je ne vais pas vous reprendre à chaque fois. Michel Mindinche a fait état de ce qu'on devait faire une sorte de traçabilité sur la dépense des fonds liés à la riposte à la pandémie Covid-19, mais il n'y a aucune preuve des détournements des fonds liés à cette pandémie. Il y a eu donc de preuves qu'il n'y a pas eu de détournement. Est-ce qu'il y a eu donc de preuves qu'il n'y a pas eu de détournement, madame? Alors, Charles Elisa. Est-ce qu'il y a eu preuve qu'il n'y a pas eu de détournement? Vous permettez que je donne. Mais il n'y a pas eu une enquête en réalité dans un pays sérieux. Vous avez une preuve? Je dis dans un pays sérieux. Dans un pays sérieux, lorsqu'on porte de telles accusations, on doit immédiatement mettre en place une commission d'enquête. Un audit international. Oui, mais le même député a été convoqué à cet audit. Vous êtes d'accord? Il a reçu une lettre. C'est pas à cet audit. Il n'y a pas mais effectivement, est-ce qu'il a déjà participé à ces réunions? Non, mais il y a des députés. Est-ce que le ministre, l'honorable Cabral Libi a participé à cette réunion? Est-ce que le ministre a-t-il le droit de convoquer un député? Il n'a pas le droit. A-t-il le droit de faire sans passer par le paquet du député? Le président de la vos téléspectateurs ont besoin. Sur la question du plan de réponse à la pandémie Covid-19, alors on parle aujourd'hui de la relance des mesures barrières telles que dictées par le gouvernement camerounais et l'Organisation mondiale de la santé. On revient aussi sur l'aide de la pharmacopée traditionnelle camerounaise, on va le dire ainsi. On va dire que s'il y a beaucoup de personnes d'ailleurs que l'OMS prévoyait le pire pour les États africains, si les États africains sont quand même sortis vainqueurs, on ne va pas le dire, si cette pandémie, c'est quand même la pharmacopée camerounaise ou traditionnelle ou africaine, comme le dit certains. Tout à fait. Encore que le président de la République, lors de son discours, avait magnifié cela en demandant même à ce qu'il y ait une concertation plus aboutie entre le ministère de la Santé, les experts du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation et tous ces chercheurs en pharmacopée. Et il aurait fallu d'abord, justement, que ces chercheurs sont déjà regroupés au sein d'une association. Ça a été facile pour qu'il y ait des cadres de concertation de travail, pour que le Cameroun sorte un label. Je vous rappelé que le directeur de la santé publique avait été dépêché par Yaoundé pour rencontrer Monseigneur Cléda, pour qu'il y ait une espèce d'assistance entre le gouvernement de la République et lui. Il y a eu des dons venant des personnes lambda, comme ça, pour appuyer la pharmacopée. Donc, le gouvernement camerounais a pris acte qu'à côté de la pharmacie traditionnelle qu'on connaît avec les pharmacies et tout, il y a une pharmacopée qu'il faut développer, qui mettra en avant le savoir-faire camerounais en matière de lutte contre tout ce qui a comme pandémie qui pourrait se venir au Cameroun. Et ça nous permettra non seulement de magnifier notre expertise locale et surtout de faire beaucoup d'économies par l'achat de trucs. Je veux revenir sur M. Mathias Kamini. Le ministre de la Santé a invité et les médias et la population et les élus du peuple. Et les élus du peuple. Non, parce qu'il avait dit qu'il a convoqué un audit. Ça nous est trompé. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'était pas l'audit. L'audit ne se fait pas en public. Qu'est-ce que je le fais? L'audit ne se fait pas en public. C'est la réunion où les gens étaient invités à cette réunion où le ministre voulait partager avec les autres ce que le ministère de la Santé fait pour lutter contre le coronavirus dans sa deuxième phase qui arrive et avoir un échange pour pouvoir soit améliorer ce qu'il a fait, soit revoir ça. C'est tout à fait normal que ça se passe. Donc il a invité M. Ninchi, M. Tchad n'est pas venu, c'est son choix. Mais d'autres députés y étaient, d'autres médecins et obligés à mieux. C'est-à-dire il y a eu un truc spécial décidé par la présidence via le ministère des Finances de remettre au ministre du Commerce militaire 32 millions de francs CFA pour aller auditer comment l'argent du coronavirus a été utilisé au ministère de la Santé. On ne peut pas accepter que pendant que nous recevons des voyageurs ici qui sont nos frères, qui estiment que là-bas c'est plus chaud qu'ici,
qui viennent au Cameroun pour se soigner, pour se protéger de la maladie, qu'on leur ferme la porte. Non, ils sont chez eux ici, quand ils viennent danser. C'est au gouvernement de prendre les mesures qu'il faut pour qu'ils ne deviennent pas les foyers de contagion. Je tiens à vous rappeler, M. Kameni, qu'il n'y a aucun pays en Afrique qui a une triple barrière de mesures sanitaires dans ses aéroports. Je parle comme ça là, du responsable OMS Afrique qui a dit ce qu'il a vu à l'aéroport international de Simalène où il y a une triple barrière. 1. Caméra thermique. 2. Palpation corporelle. Et 3. Prise en charge au niveau de l'aéroport avant qu'on nous mette à disposition de l'hôpital. Il faut quand même être content que nos frères camerounais sont arrivés sur le Cameroun. On fait tous loger. Laissez-moi terminer et que certains peuvent 60 000 à l'aéroport. Et c'est que vous êtes allergique aux bonnes nouvelles. C'est le détournement, laissez-moi de parler. Et c'est que vous êtes allergique aux bonnes nouvelles. Je sais que vous êtes allergique. Je paye encore 60 000. J'ai compris. Je sais que vous êtes allergique aux bonnes nouvelles. J'ai compris. Et si vous êtes allergique aux bonnes nouvelles, laissez-moi continuer. Laissez que le béni vous lave. Donc je voulais vous faire comprendre que en ce moment-là, au départ, quand vous faites arriver ici, c'était difficile quand on les hébergeait dans les logements sociaux les 2 premiers jours. Et après, il y a eu un ministère qui a dit que non, ils sont bien entretenus, ils ont un repas matin, midi et soir, les médecins s'occupent bien d'eux. Et le patient zéro qui est arrivé au Cameroun, c'est un expatrié qui, au Cameroun, en tourisme, a eu à avoir des relations étroites avec certains de nos sœurs. Au quartier Bastos. À Bastos, oui, où ça a donc créé ce que ça a créé parce que de contact à convention, ça a deux choses à donner. Donc, vous n'avez pas demandé que aujourd'hui, on fait la porte à nos Camerounais qui arrivent et que au niveau des mesures prises par l'État, ça a été maîtrisé au niveau de la maladie. Je vais terminer par vous faire comprendre que quand même, soyons contents que la semaine passée, que le ministère de la Santé ait reçu 400 000 TDR. Après, les tests agencés rapide et qu'il attend 1 million de la semaine qui arrive. Antigène. À condition qu'on laisse gratuitement pour les Camerounais, qu'on les vende. C'est gratuit, M. Kameni. Madame, le ministre lui-même a sorti ce qu'on a dit que c'est gratuit. Laissez-moi terminer, M. Kameni. Monsieur Kameni, est-ce que vous avez fait votre dossier ce que nous devons faire, vous et moi, c'est de dénoncer ce genre d'acte. Et non faire comme si vous voulez appuyer le gouvernement. Non, je suis dans en train de dénoncer. Non, vous n'avez dénoncé. Vous avez le jeu de celui qui veut tout faire pour toi et moi. Voilà, c'est noté. C'est pas bon. On va lire rapidement quelques messages parce que nous terminons cette émission. Bonne année à tout le panel, le représentant du MRC incohérent sur tous les plans. Il y a la guerre en Afghanistan. Voilà, j'y arrive depuis des années, mais il y a toujours des élections là-bas, ainsi que la construction des routes, etc. Il faut être de bonne foi. Bonne année à tout le panel, le représentant, le même message est revenu plusieurs fois. Bonjour, le monsieur du MRC libère le plateau. Quand il parle, on voit politique au Cameroun, c'est le MRC qui sème la terreur. Bonjour, le MRC a largement démontré ses limites, le MRC doit disparaître de tous les plans. Francis a signé le message. Le monsieur en blanc semble ne pas être à la hauteur du débat. Bonjour à vous sur le panel. Arrêtez de jeter le venin sur le militant du MRC. Je ne suis pas de ce parti politique, mais je trouve que c'est le seul opposant de ce pays, car dans un pays de vrais opposants, c'est lui qui est toujours combattu. Le reste, ce n'est que de la distraction politique, passant le temps à distraire le peuple. Je dis néanmoins merci au président pour avoir refusé de renouveler les accords coloniaux. Le monsieur en blanc semble ne pas être, le message est revenu plusieurs fois, le président de la République, Paul Biya, s'est adressé aux militants du RDPC et non au réel peuple camerounais dans son discours. C'est Obama qui nous envoie le message. Bonjour à tout le plateau. Il note que la guerre ne finit pas en un seul jour. C'est un long processus qui prendra plusieurs années. Les mesures sont prises pour définitivement mettre fin à cette guerre que le syndicat MRC nous laisse en paix. Bonjour le panel. Que le monsieur du PCN et son collaborateur du RDPC nous donnent les apports positifs visibles du dialogue national sur la crise anglophone. Bonjour et bonne année. Très belle émission. Monsieur Kameni dit qu'ils ont gagné les élections. Où en est-on avec la plainte adressée à l'Union africaine? Où en est-on avec les PV lorsqu'un responsable du RMC participait à une levée de fonds pour acheter les armes? C'était pour faire la guerre. Où le message n'a pas été signé. Bonjour le panel de grâce, n'invitez plus. Bonjour
tout le monde, monsieur Kameni, arrêtez de nous embrouiller. Le MSA a failli, ça nous a coûté la vie. Nous sommes conscients de ce qu'est devenu le MRC. Bonjour à la charismatique. À propos du discours de fin d'année, Paul Biya a fait le discours d'un homme politique qui cherche à plaire et non d'un homme d'État qui s'adresse à toutes les couches sociales. Voilà quelques messages arrivent, on ne va pas tous les lire, ils sont très nombreux. Merci à vous, vous qui nous avez accompagnés durant ces 2 heures d'émission, accompagnés par vos messages. Merci Charles Zingzang, représentant du Rassemblement démocratique du Camerounais. C'est fait un plaisir de vous avoir. Monsieur le conseil municipal, c'est encore ici. Monsieur le conseil municipal. Allez, merci à vous. Merci Bertrand. Merci d'avoir été là. Merci. C'est le Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui nous remercie. Nous sommes toujours présents lorsque le devoir républicain nous appelle. Nous sommes un parti de la République et nous comptons bien garder cette logique-là jusqu'à ce que nous atteignions le sommet, c'est-à-dire le pouvoir en 2025. On espère, hein, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Alors, Mathias Kameni, vous avez le maillot jaune de la discipline ce dimanche, comme tous les autres dimanches d'ailleurs. Merci d'avoir été là sur ce plateau, merci pour vos explications. C'est moi qui vous dis merci. Je profite de votre antenne pour souhaiter une bonne année au président élu Maurice Kamto, depuis le quartier présidentiel à Santa Barbara, Mamadou Mokhtar, M. Fogué, Bibou Isaac et M. Zamboué et tous les autres prisonniers otages de M. Biya. Moi, je leur souhaite une bonne année à l'ensemble de tous les pays. Le professeur Maurice Kamto, président élu du NRC, mouvement pour la nation du Cameroun. Merci. Président élu. Georges Sémé, merci d'avoir été là. C'est un plaisir de vous avoir. Merci de votre présence. Merci à la chaîne de télévision RTM, mais surtout merci à tous ces sympathiques téléspectateurs qui nous ont fait la sympathie encore de nous écouter ce matin et leur message qui était très instructif. Allez, merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardé à la maison. Rendez-vous pris dimanche prochain pour la 2e sortie de Politiquement Incorrect pour le compte de l'année 2021. Retrouvez la rediffusion de cette émission tout à l'heure quand il sera 21h. Mais pour tous ceux qui sont tout petit peu pressés, vous pouvez retrouver la rediffusion sur la page officielle Facebook de LTM TV officiel. Rendez-vous pris dimanche prochain lorsqu'il sera 11h. Je vous laisse en compagnie de votre programme hebdomadaire Bantou. Au revoir à tous.